Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Répar Science, toujours en compagnie de l'inénarrable Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va super, merci. Et on est en présence de Kenzo Nera et de Paul Bertin. Comment ça va, Paul? Ça va super, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et eh bien, du coup, je n'ai pas préparé de fiche invitée pour te présenter et donc je vais très gentiment te laisser te présenter toi-même si tu veux bien. Alors, je suis postdoc à l'ULB en Belgique, expatrié français, ancien sudiste. Et ici, j'étudie la psychologie des théories du complot avec une approche plutôt intergroupe. Et j'étudie aussi un petit peu le supporterisme. Et depuis quelques années, je m'intéresse à la métascience et je commence à parvenir à quelques publis. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais voilà, ça a mis du temps. Et du coup, tu étais allé en Australie, je crois, parce que on s'est déjà parlé un petit peu pour que je fasse une petite présentation à Bruxelles, mais toi, tu étais censé être à Bruxelles, mais tu n'étais pas à Bruxelles, tu étais en Australie. Ouais, j'étais à Brisbane en visiting chez Alex Aslam euh, pour bosser sur identité sociale et complotisme et voir un peu du pays. C'était très chouette, très très Aïe, chouette. aïe, ça régale. Ouais. Et toi, Kenzo, alors, vas-y, présente-toi, même s'il n'y a quasiment plus besoin de te présenter maintenant que tu es la star des podcasts. Oh là là, ça commence bien. Premièrement, bonjour, désolé pour mon absence il y a 3 minutes. Donc moi je suis aussi postdoc dans le même labo que Paul. Et ouais, nos intérêts de recherche en fait ont commencé presque pareil. C'était vraiment... j'ai fait une thèse sur le complotisme à travers une approche théorie de l'identité sociale, comme Paul. Maintenant je me réoriente et je suis plus... je suis toujours sur le complotisme, mais j'ai une approche un peu plus cognitive, c'est-à-dire que je mobilise notamment des paradigmes de la mise à jour de nos croyances bayésiennes pour analyser un petit peu les spécificités du raisonnement complotiste, notamment la question de pourquoi est-ce que les complotistes rejettent autant les informations qui vont contre leurs propres croyances et en quoi est-ce que ça diffère de la tendance générale que les gens peuvent avoir à rejeter les informations qui rejettent, qui remettent en question leurs croyances. Et voilà. Moi, je suis pas allé en Australie, mais Oui, et ben, c'est quand même très beau, la Belgique, il y a beaucoup de choses à visiter, hein, on y croit. Alors, l'article en question, qui a été publié donc dans l'IRSP, je disais le mois dernier, mais je crois que c'était le 21 mars, donc il y a littéralement 2 semaines quand on enregistre ce podcast. Alors, comment on va aborder le sujet? J'aimerais vous poser d'abord la question que j'aime bien poser au début, c'est d'où vient l'idée de cet article avant même qu'on discute de l'article même. Je vous vois tous les deux rire. J'imagine que c'était... allez-y, allez-y, je ne dis rien. c'est une très bonne histoire que je vais laisser Paul raconter. Tu me fais un honneur en me laissant la raconter. En fait, si on peut résumer dans des termes un petit peu crus, ça part d'une notion très simple qu'on peut résumer au sum. Le sum de la rejection d'articles dont on est parvenu à faire quelque chose de plutôt productif au final. Et c'est même une synthèse de plusieurs sums. En fait, le tout premier sum, il est arrivé avec notre première vraie collaboration, c'était pendant le Covid au tout début. Donc il y a eu plein de papiers qui sont sortis sur les théories du complot et le rejet de la vaccination, l'environnement Covid en général. Et on avait fait un papier sur le sujet, nous aussi. Et donc on l'a soumis et il s'est fait rejeter, alors qu'on voyait partout les articles qui passaient ultra vite à cette époque-là, c'était hyper spectaculaire. Et nous, on s'est tapé à un bon gros 2 mois d'attente pour au final se faire rejeter, au motif principal qu'on proposait pas assez de nouveautés conceptuelles. Et on a été assez surpris parce que dans le titre de l'article, on présentait notre travail comme une réplication extension. Donc notre but premier avec cet article, c'était clairement pas d'apporter de la nouveauté conceptuelle, c'était de tester la robustesse des faits qui ont déjà été documentés par ailleurs dans le contexte Covid, quoi. Donc ça, c'était le premier sum. On s'est dit, ok, bon, prochaine fois, on retient la leçon, il faut vraiment mettre le paquet sur la nouveauté conceptuelle.
Les années passent, j'arrive ici à Bruxelles, je prépare un nouveau projet. Et là, c'était un projet où je testais de nouvelles idées et je me suis bien planté dans pas mal d'études. Le papier est sorti maintenant dans l'IJSP d'ailleurs. Et si vous regardez, je crois qu'il y a 4 études dans le document principal, mais avec le matériel supplémentaire, on monte, je crois, à une dizaine d'études, quoi. Parce qu'il y a plein d'études qui étaient foireuses, etc. Et quand je l'ai soumis, on m'a reproché le manque de consistance entre les études. Je testais une idée globale, mais mes études n'allaient pas constamment dans mon sens. Et donc, mon but, c'était d'apporter de la nouveauté, donc forcément en rapportant un petit peu d'erreurs. Mais on me reprochait le manque de consistance stat, donc de ne pas avoir uniquement des résultats significatifs dans le sens de mon hypothèse. Et donc, on s'est dit, on a fait la synthèse, je nous revois un matin, donc on est dans le même bureau ensemble, on a un petit tableau blanc, et on commence à écrire, attends, donc on nous demande d'être nouveau, d'avoir de la nouveauté conceptuelle, on nous demande d'être consistant entre nos études, parce qu'on fait des papiers à multi-études, c'est typique de la psychosociale expérimentale, et en plus, donc ça c'était un peu le gold standard avant la crise de la réplication, mais en plus maintenant on nous demande d'être transparent, quoi. On ne peut plus uniquement faire du cherry picking, il faut qu'on fasse tout ça en étant clair et transparent, et en fait on s'est rendu compte que ça n'allait pas vraiment ensemble. Que si on proposait un article de réplication, on n'allait pas forcément axer sur la nouveauté, si on est honnête, bien sûr. Si on axe notre article sur de la nouveauté et qu'on est transparent et honnête, on va rapporter de l'erreur et des errances, que ce soit au niveau conceptuel ou empirique. C'est un peu la jeunesse. Je ne sais pas si Kenzo, tu as des trucs à rajouter sur le process. Ouais, peut-être un truc que je rajouterais, c'est que peut-être que c'est une expérience personnelle qui moi m'avait marqué. C'est que j'avais été une fois j'ai été invité à review un article et il se trouve qu'il y avait un certain nombre d'inconsistances dans les résultats qui étaient amenés. Et c'est quelque chose qui avait été finalement reproché aux auteurs et l'article avait été rejeté. Quelques mois plus tard, j'ai vu exactement le même papier sortir dans un autre, et donc finalement l'effort de transparence était quelque part pénalisé parce qu'ils ont voulu en gros dire tout ce qu'ils avaient fait, et on leur dit ah mais c'est pas consistant, donc du coup voilà, vous êtes rejeté. Quelques mois plus tard, j'ai vu sortir ce papier dans un autre journal, un excellent journal, et en fait le papier c'était à peu près le même, sauf qu'ils avaient juste mis un truc, enfin en gros ils avaient enlevé les analyses en question, ils les avaient mis en matériel supplémentaire, donc c'était toujours accessible sur une plateforme en ligne, mais c'était plus dans le cours du texte. Or, on sait, hélas, que les reviewers, généralement, ils vont pas voir les matériels supplémentaires en ligne. Et donc, je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, la transparence, en fait, c'est un machin qui peut vraiment être un obstacle à la publication, et c'est quelque chose d'assez pervers, en fait, parce que même maintenant, quand je review un article, j'essaie de me dire, ok, il ne faut jamais qu'un effort de transparence soit pénalisé, mais même en tant que reviewer, c'est quelque chose d'assez périlleux parce que, évidemment, rapidement, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes et la tentation qui vient spontanément, c'est on va trouver un moyen finalement de faire ce qu'on a toujours fait avant, c'est-à-dire balayer un petit peu sous le tapis ces résultats qui sont pas cohérents et les mettre en matériel supplémentaire en ligne et c'est vraiment en gros le genre de situation qui est décrite dans l'article, c'est des situations où finalement la transparence et la possibilité d'être transparent est entravée par d'autres exigences comme le fait d'avoir des résultats consistants. Ouais, moi j'ai surtout une expertise en méta-analyse et j'ai publié beaucoup de méta-analyses et je rejoins tout à fait ce que vous dites. Et de méta-analyse, pour comprendre comment on fait une méta-analyse, il faut expliquer plein de choix de recherche différents, de pourquoi on a pris des mots-clés de telle manière, pourquoi on a codé les articles de telle manière, etc. Et en fait, quand on te dit, la partie méthode, c'est 3 pages et tu as le droit à une figure, et la partie résultat, on veut juste le forest plot et c'est tout, tu peux pas décrire correctement ce qui s'est passé dans ta méta-analyse, quoi. Donc c'est vrai que ce qu'on nous a demandé de faire beaucoup, hein, moi j'ai beaucoup vu ça, c'est de tout ce qui est analyse de modération, pas intéressante, ça va en supplémentary. Pas intéressante veut dire pas significative, hein. Ça va en supplémentary. Tout ce qui va être funnel plot, analyse des risques de biais en supplémentary, et puis on garde finalement que les versions lissées. Et je trouve que c'est déjà super dur pour les études avec une expérimentation donnée de rapporter correctement les choses, mais dans les méta-analyses, ça devient impossible. Alors que
factuellement, l'utilisation de PDF et d'informatique fait que ça coûte rien d'avoir ces pages en plus, quoi. Ça, c'est clair, c'est clair. Nathalie, tu voulais rebondir? Ouais, oui, je voulais juste être sûr que pour les auditeurs, ce soit complètement clair tout le trilemme. Je sais pas s'il a été, j'ai pas l'impression qu'il a été particulièrement expliqué pour l'instant. Et puis c'est le gros cœur de l'article. Je sais pas si vous voulez que je le fasse ou si vous voulez le faire. Bon, vous êtes les auteurs, si vous avez envie d'expliquer le trilemme. Attends, j'ai une du petite coup. question avant. J'ai une petite question. D'accord. Parce que Ouais. vous nous dites, surtout Paul, que le SUM a amené à des difficultés de publier des articles. Est-ce que cet article-là, précisément, a été dur à publier? Ouais, celui-là, il a été hyper galère. En fait, celui-là, bon, on l'a commencé il y a plus de 3 ans, en fait. Commencé il y a plus de 3 ans, et plusieurs fois, j'ai juste voulu laisser tomber. Au début, c'était un tout petit commentaire de 1500 ou 2000 mots qu'on a tenté de soumettre à droite, à gauche. On s'est pas mal fait rejeter. On s'est pas mal fait rejeter en nous disant qu'on arrivait trop tard, en nous disant qu'on n'apportait rien d'innovant précisément. Et nous, on le présentait un peu en séminaire à droite à gauche. On avait conscience que donc on n'apportait pas une idée énorme, mais c'était un peu une espèce de restructuration, une espèce de revue de la littérature un peu critique comme ça. Donc on n'avait pas encore cette partie sur la conséquence sur la science ouverte. Ça, c'est un truc qu'on a rajouté un peu après. Donc peut-être que l'argumentaire n'était pas encore assez clair de l'autre côté. Mais donc j'avais un peu laissé le truc de côté. Puis il y a eu un séminaire qui s'est très très mal passé ici avec quelqu'un qui a pas trop bien pris mon argument parce qu'il était peut-être pas assez clair. Et puis en conférence, j'ai eu la chance de rencontrer Anne Schill ou Anne Skell, je sais pas, que vous devez connaître, qui est pas mal en métasciences, et qui m'a hyper reboosté en fait. Elle a été hyper sympa avec moi, elle m'a dit que l'idée était bonne, qu'il fallait que je continue. Elle nous a même relu la première version de l'article pour nous aider un petit peu. Olivier Klein aussi nous avait relu. Mais ça a continué à végéter un petit peu, on l'a soumis à droite à gauche, ça passait toujours pas. Et j'étais proche d'abandonner, j'ai tenté la RIPS, et ça n'a pas été rejeté. C'est la première fois qu'on est parti en expertise par les pairs. Et là, on a eu un reviewer unique, mais un reviewer unique. Et également, parce qu'il a été absolument génial. Il nous a aidés avec pédagogie, bienveillance et une culture assez dingue. Et donc, on a fait passer le papier de 1500 ou 2000 mots à quasiment 8000 mots. Et donc, on a eu un deuxième round de révision, vu que c'était un tout nouveau papier. Mais ouais, en fait, c'est un papier qui a été écrit à 3 auteurs. L'expert, on voit à la fin, il y a pas mal de notes où on le crédite pour les idées. La note 6, we thank the reviewer for this eloquent summary of these discussions. Ouais. The anonymous reviewer should be credited for this insight as well. Ouais. Non, il était incroyable. Et encore, je veux dire, on l'a pas crédité partout parce que ça aurait été impossible, mais il était vraiment génial. Bon, donc, les gars, ce papier aussi, c'était chaud. Enzo, il faut que je vous révèle un truc. C'était toi. C'était moi qui l'ai vu. Ah putain. Mais je crois que j'ai jeté à un moment donné, j'ai jeté l'hypothèse, j'ai dit peut-être c'est Adrien Fillon. Il me semble. Ou alors je crois que tu l'as dit. Je crois que tu l'as dit. Parce qu'en fait, donc si tu veux qu'on te révèle les backstage, on reçoit tes premiers retours. Et moi, j'ai toujours pas trop confiance dans ce papier. J'ai pas confiance dans ma légitimité, ma crédibilité en tant que chercheur en psychosocial à faire de la métascience. Tu vois, c'est vraiment un truc, je me sentais pas légitime. Et il y a un moment où je vois, du coup, je peux te dire, dans ta première expertise, tu parles de vérisimilitude. Et la seule personne que j'avais entendu parler de vérisimilitude, c'est Lakens dans son deuxième MOOC. Je me dis, mais personne, tu vois, c'est vraiment un truc de hipster, quoi. Personne autre que Lakens ne parle de vérisimilitude. Et du coup, je me dis, putain, ça se trouve, c'est Lakens. Et si Lakens trouve que notre truc est pas mal, ben, ça nous donne de la légitimité. Et du coup, là, le truc s'est déroulé tout seul. Et, retournement de situation, tu nous envoies le deuxième round de révision. Et là, tu fais référence, du coup, à un article en français. Et on s'est dit, les kids ne parlent pas français. Mais du coup, notre deuxième hypothèse, et j'étais hyper sûr de moi, je pensais à c'est quoi ? Nick Brown. Ah oui. Nick Brown, parce qu'il est francophone, il est hyper calé en métasciences, il a déjà expertisé pour la RIPS, et il y a
il y a 2 ans, on a fait un peu de requête. Il y a 2 ans, il était en conférence chez Constantina Badea, qui était elle-même éditrice du papier. Et donc tout convergeait vers Nick Brown. Mais du coup, Kenzo, effectivement, à un moment, il a dit, mais peut-être c'est Adrien. Mais du coup, merci 1000 fois parce que tu devrais être le 3e auteur du papier. Et sans toi, je pense qu'il serait jamais paru. Constantina, si tu nous écoutes. Constantina, si Ah tu mais nous écoutes. non, je veux pas devenir EAL, moi. Alors je moi, me permets quand même de alors, dire, Adrien, c'est quand même la classe de se faire confondre par Lakens et Nick Brand oui. simultanément. C'est assez classe. Je vais en faire un Bravo. petit short. Ouais, je pense que tu as atteint ouais. le paroxysme de ton existence. C'est bon, maintenant tu peux mourir en paix. Voilà. Et, juste une remarque comme ça. Alors du coup, je suis me voilà très en très très bonne compagnie. Du coup, je suis le seul à pas avoir travaillé sur ce papier. Je suis le seul à l'avoir découvert hier. Alors je voulais faire la blague pour la petite histoire. Je voulais faire la blague. J'espère que vous avez lu le papier. Très marrant. Parce que ça arrive assez souvent que les papiers soient pas particulièrement lus avec attention avant de faire le podcast. Bon là du coup vous êtes 3 personnes, voilà, 3 personnes à avoir déjà lu l'article, évidemment, puisque 3 personnes à avoir contribué à son écriture. Heureusement je l'ai lu, sinon j'aurais eu vraiment l'air stupide aujourd'hui. Et moi je voulais dire, moi je l'ai trouvé. Alors, du coup je pensais mettre de la pommade à 2 personnes, du coup j'en mets à 3. J'ai trouvé vraiment très bien cet article. Je suis assez étonné en fait que vous ayez eu du mal à le que vous ayez eu du mal à le faire publier parce que effectivement, je vais pas dire qu'il révolutionne le field, ça c'est sûr, mais il est très intéressant. Il présente les choses de façon très très claire et on y viendra quand on parlera un peu plus dans le détail. Mais moi, il permet d'expliquer assez facilement certains phénomènes. Ce trilemme qui me semble extrêmement important à garder en tête et du coup moi j'ai trouvé vraiment très bien ce papier. Ce que je voulais, et on peut rajouter à ça, en fait ça s'explique aussi beaucoup par l'évolution que le papier a traversé. C'est pour ça aussi ça renvoie, c'est un peu méta, ça renvoie à la question de la transparence du processus de conception de l'article. Mais peut-être que du coup on pourrait expliquer c'est quoi le trilemme pour les auditeurs, parce que là ça fait genre on parle du trilemme sans l'expliquer, et on parle de Nick Brown et Daniel Lakens. Personne ne les connaît à part. Oh, les auditeurs sont habitués à avoir son nom dans notre podcast parce qu'on n'a pas non plus 500 000 références, c'est toujours les mêmes. Effectivement, Paul avait un petit peu parlé du trilemme, donc entre la transparence, la consistance et la nouveauté, mais effectivement, on peut rentrer un peu dans le détail entre les trois. On va peut-être commencer par la nouveauté. C'est quoi la nouveauté dans un article? Celui qui veut commence, hein. Du coup, la nouveauté, c'était hyper intéressant parce que c'est aussi, de manière interposée, une discussion qu'on a eue au moment du processus d'expertise de comment la définir, cette nouveauté. Et du coup, la nouveauté, nous, on l'entendait à un niveau très... Comment dire, je suis presque tenté de lire ce qu'on a mis, mais ça serait pas très radiogénique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un podcast avec Brice Beffard-Bray, où il parlait de la nouveauté aussi d'une certaine manière, mais lui, il est vraiment, donc un article avec Olivier Corneille aussi, dans cet aspect vendre de la nouveauté. C'est-à-dire que même si en tant que tel, l'effet qu'on investigue n'est pas nouveau, ce qui rend l'article sexy, c'est qu'on arrive à expliquer, à utiliser des termes bateaux, style innovant, style nouveau, style, etc. Donc peut-être déjà on peut dire qu'il y a un aspect au moins de la nouveauté dans un article, c'est à quel point on arrive à vendre l'effet comme étant un effet nouveau. C'est exactement ça, merci. Tu me permets de raccrocher le wagon. C'est la manière dont on va présenter notre étude comme quelque chose de nouveau. Je pense que nouveauté, ça peut être ça à un niveau très basique et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit. Et ça rejoint aussi ce qu'on dit parce que cette nouveauté peut être en quelque sorte usurpée, dans le sens où on peut revendiquer que quelque chose est nouveau alors qu'elle ne l'est pas forcément. C'est cette espèce de fausse nouveauté qu'on développe un petit peu dans l'article. Mais donc, la nouveauté, ça va être la manière de présenter un effet comme nouveau par rapport à la littérature passée, quoi. Ouais.
avec ce petit point qu'un effet nouveau est un effet duquel on est moins sûr qu'un effet qui n'est pas nouveau. Et donc c'est là où on voit la distinction entre réplication, ce qu'on va appeler aussi les hypothèses confirmatoires et les hypothèses exploratoires. Confirmatoires, on va confirmer un truc qu'on sait déjà. Exploratoire, on va explorer de nouveaux horizons. Et qui font que, quand on va s'intéresser à la transparence et à la consistance, cette nouveauté va avoir un impact très, très important. Qu'est-ce que c'est donc la consistance? Voilà, alors la consistance, et depuis le début du podcast on parle de consistance, mais en français je crois qu'on parle de cohérence plutôt. Mais même moi ça vient beaucoup moins facilement. Donc la cohérence, ou consistency en anglais. La cohérence, donc on n'était pas d'accord au niveau de la définition, et tu disais que c'est ton plus gros point, ta plus grosse remarque lors du deuxième round de review. Et du coup, on a failli même demander à l'éditrice de renvoyer encore en expertise pour avoir ton avis sur ce point unique. Mais du coup, nous, on le définit de manière très simple et très pragmatique comme la correspondance affichée entre les prédictions rapportées. Encore une fois, il y a toujours cette idée de ce qu'on décide de montrer et les résultats qui sont présentés. Donc le rapport entre la prédiction et les résultats. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on montre qu'on a raison ou pas. Ouais, et puis et ce à travers les études. C'est comme ça qu'on a pensé le trim à la base, c'est des papiers multi-études. Mais je pense que si on voudrait aller plus loin, on pourrait aussi analyser ça pour les articles mono-études. Mono-études, mais peut-être avec pas mal de prédictions. Et toujours pareil, quelle apparence d'exactitude dans nos prédictions on renvoie au lectorat. Je vois ça aussi, moi si je me trompe aussi, mais pas forcément que intra-papier, mais aussi inter-papier, parce qu'il y a aussi une notion de cohérence, du coup, pour reprendre le mot français, quand il y a toute une littérature entière qui parle d'un effet, même si à chaque fois c'est des réplications conceptuelles où genre on rajoute quelque chose, etc., etc., on s'attend à cette cohérence entre tous les papiers. Et je pense que d'ailleurs ça devient important, je pense, d'inclure ça aussi dans la cohérence avec un peu plus tard dans le papier, quand on parlera un peu plus de détails, je crois. Oui, à fond, cet aspect interpapier, on l'a pas trop développé, à part peut-être dans la partie sur les réplications, justement. Peut-être qu'on en verra un peu plus tard. Mais oui, il y a toute une réflexion à développer là-dessus, qu'on n'a pas trop fait, mais ouais, peut-être qu'on fera un trilemme 2 sur l'interpapier. Et sur l'interpapier, il y a une espèce de peut-être paradoxe intéressant qui est que paradoxalement, si vous arrivez avec des études, mais au sein de votre papier qui rapportent des résultats cohérents, et que vous montrez avec genre je sais pas moi 4-5 études que quelque chose qui semble hyper établi dans les littératures est faux, bah ça vous donne un élément de nouveauté en fait. C'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises, surtout depuis la crise de la réplication, genre des espèces de gros multilabs qui montrent qu'en fait certains effets classiques ça marche pas parce que pour X ou Y raison. Et donc il y a un petit peu cette situation où la consistance, paradoxalement le fait d'avoir des résultats cohérents au sein du papier, mais qui peuvent détonner avec le reste de la littérature, ça peut créer justement un effet de nouveauté qui va être favorable à la publication. Surtout le temps que ça arrive aussi qu'on se fasse têche comme des malpropres, parce que, genre, je sais pas moi, si vous créez un article, je sais pas moi, qui va désosser la théorie de la justification du système, ou prendre un exemple pas du tout pas du tout controversé, et si vous avez genre parmi vos reviewers quelqu'un qui est un ardent défenseur de cette théorie, il va peut-être vous jeter sur ce terrain-là, mais il y a effectivement ce truc de quand tu peux surprendre avec des résultats qui vont contre le reste de la littérature. Ouais, c'est ça, juste pour compléter ce que Kenzo dit, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais c'est un peu le paradoxe des réplications ratées. C'est que quand tu fais une réplication, tu vas dériver ton hypothèse de l'effet de base, et si ça ne marche pas, dans ton papier, tu vas avoir un faible niveau de cohérence, du coup, parce que il n'y aura pas de correspondance entre ton hypothèse et tes résultats. Par contre, tu vas avoir de la nouveauté. Et c'est typiquement, ici au CES Cup, on a eu le papier de Stéphane Doyen et Olivier Klein, à l'époque, au tout début de la crise de réplication, qui a été un des vecteurs de la crise de la réplication, en fait, où ils ont tenté de répliquer le elderly priming, cette idée qu'on pouvait
je connais pas très bien l'étude, mais je crois que c'était un peu de manière... Moi, je veux bien expliquer. En gros, cette idée du priming subliminal, donc c'est d'activer des comportements ou des pensées sans que les gens ne s'en rendent compte, en leur faisant penser à un concept. Et les études en question, c'était activer le concept de vieillesse. Enfin, les résultats originaux, c'était genre les gens allaient sur un ordinateur, ils faisaient une tâche qui activait le concept de vieillesse. Genre, je sais pas, moi, ils devaient lire des phrases qui parlaient de vieux ou je sais pas quoi. Et l'étude originale montrait que les personnes qui avaient, chez qui on avait activé le concept de vieillesse marchaient plus lentement pour sortir du laboratoire. Et donc ça, c'était un petit peu genre, ouah, un résultat absolument incroyable. On va dire, c'est très très spectaculaire, quoi. Et effectivement, Olivier Klein, avec son doctorant Stéphane Doyen, ils avaient voulu, et Axel Clermans, qui est genre ici professeur de psychologie cognitive, ils avaient essayé de répliquer ça et ça n'avait pas du tout marché. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'ils ont réalisé une séquence d'études assez ingénieuse où finalement ce qui est ressorti, c'est que l'effet ne répliquait que lorsque la mesure du temps de marche était prise à la main par un expérimentateur qui connaissait l'hypothèse. Et donc évidemment ça flingue un petit peu le truc. Et à l'époque c'est intéressant parce qu'ils avaient eu énormément de difficultés à le publier, ça avait été un enfer total. Alors que maintenant l'article est publié des milliers et des milliers de fois. Mais et du coup je pense que la littérature a un petit peu, enfin le champ a un petit peu évolué à ce niveau-là. Je pense que si on apporte vraiment des preuves solides qu'un effet ne fonctionne pas, on sera moins accueillis comme des malpropres qu'il y a une grosse dizaine d'années. Effectivement, et je me souviens avoir lu d'ailleurs cette étude, ça fait partie de mes premiers amours d'ailleurs de la métascience et puis en gros les premières réalisations de la crise de la réplication d'ailleurs. Et je me souviens d'ailleurs, si je ne m'abuse, vu que vous avez de l'insider knowledge du coup un petit peu là-dessus, moi j'avais rencontré Clermans très rapidement dans mon temps, dans mes 3 semaines quand j'ai été pendant 3 semaines en master à l'ULB avant de partir à l'UCL, pour la petite histoire rigolote. Et je me souviens, il me semble avoir lu que la réponse de Barg, donc l'auteur original de l'étude du coup du elderly priming, avait été particulièrement insultant envers l'équipe. Je me souviens avoir lu quelque chose comme j'ai pas de leçon à recevoir de la part de gens qui publient même pas dans Nature, un truc comme ça. Vous avez souvenir de ça? C'est assez. Ouais, mais après c'est raconté par Olivier Klein, donc qui est dans le bureau, enfin qui a 2 bureaux d'ici et qui est notre superviseur. Et ouais, il nous a, enfin en gros les réponses globalement les réponses de John Bargh étaient complètement lunaires. Enfin je veux dire aujourd'hui ce serait complètement déjà à l'époque c'était probablement un petit peu mal vu, mais aujourd'hui ça paraît complètement inacceptable. Et il avait répondu sur son blog personnel avec un argumentaire, mais comme tu dis, genre j'ai pas de leçon à recevoir de chercheurs de seconde zone, c'est vraiment du Didier Raoult en fait. Genre pas de leçon à recevoir de chercheurs de seconde zone. Et puis il avait apparemment tout un argumentaire extrêmement juste bizarre en fait sur le fait qu'un bon chercheur c'est quelqu'un qui avait une espèce d'intuition, de feeling de comment faire marcher ses manips. Genre ah ouais, fantastique. Et donc du coup s'ils n'avaient pas réussi à répliquer l'étude, c'est parce qu'ils n'avaient pas su comprendre toutes les petites subtilités de l'étude qui faisaient que l'étude fonctionnait. C'est genre ouais bah c'était vraiment des arguments que tu les entends aujourd'hui ça fait marrer, mais à l'époque c'était vraiment une des superstars de la psychologie sociale quoi donc. On va continuer sur cette histoire de consistance. Je suis très mauvais pour faire des transitions, donc imaginez qu'il n'y a pas de transition. J'ai un petit truc à dire en plus par rapport à cette histoire de consistance. Donc on a parlé de consistance au sein d'une même étude entre finalement les hypothèses qu'on écrit et les résultats que l'on a. Aussi de consistance entre les études. Il y a aussi de la consistance au sein d'un même laboratoire où c'est très difficile et il y a par exemple eu des problèmes de fraude, par exemple, dans les laboratoires sur Alzheimer, qui obligeaient les doctorants à être consistants entre eux et vis-à-vis des hypothèses des directeurs de laboratoire. Et puis, on voit aussi beaucoup de consistance liée à un chercheur donné, où notamment, on a pu voir, par exemple, sur l'étude du Gross Mindset, où le seul modérateur qui explique la présence du Gross Mindset dans des études et la non-présence du Gross Mindset dans d'autres études, c'est le fait que parmi les auteurs, il y ait la créatrice du Gross Mindset. Donc voilà, il y a plein de types de consistances différentes. Je n'ai pas écrit l'article, vous en parlez dans l'article
principalement au sein des études, mais en fait, il y a plein de types de consistance. On pourra en fait définir de manière méta sur de la manière méta à ce niveau-là. Je crois qu'on a fait le tour sur la consistance. Et la transparence. Alors, donc le troisième point du trilemme, la transparence. Et du coup, la transparence, ben là, c'était pas tant qu'il fallait qu'on choisisse parmi les définitions concurrentes. Il n'y avait pas beaucoup de définitions quand on s'est penché dessus. La transparence, c'était assez accepté comme quelque chose d'auto-évident, quoi, comme ça, qui se comprend par soi-même. Donc nous, la transparence, on le définissait comme le fait d'être ouvert à tous les niveaux de l'article, quoi. Que ce soit au niveau conceptuel, de ne pas présenter quelque chose qui n'est pas nouveau comme nouveau, au niveau de la méthode, de rapporter tout ce qu'on a fait, toutes les mesures qu'on a prises, etc., au niveau des résultats. Donc voilà. Donc au début, on a presque hésité à utiliser honnêteté plutôt que transparence, parce que c'est un peu de ça qu'on parle. Mais on s'est dit que par rapport à la littérature, on n'aurait peut-être pas exactement le même impact, on ne rentrerait pas dans la même conversation en métascience si on ne parlait pas de transparence. Donc c'est pour ça qu'on est quand même resté sur la transparence. Ouais. Il y a cette notion très importante en économie, mais qui est beaucoup plus difficile à faire accepter en psychologie, qui est ils appellent ça trust signal, le fait de signaler de la confiance. Et en fait, la transparence signale pas forcément tant de l'honnêteté que le fait qu'on puisse faire confiance à l'auteur. Je crois que c'est aussi ça le point principal, en fait, c'est de dire, en fait, on peut faire confiance à cette étude parce qu'il s'est passé ce qui s'est bien passé, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça l'idée. Et c'est ce qui nous a fait dériver du coup sur la deuxième partie de l'article dont on parlera peut-être, c'est que très souvent, quand je cherche une définition sur la transparence, il y avait utilisé comme synonyme de transparence la science ouverte et les pratiques de science ouverte. Et là, ça a fait débouler notre réflexion sur le fait que, en fait, transparence et science ouverte, ça ne peut pas être pris comme des équivalences. La science ouverte est nécessaire à la transparence, mais elle n'est pas nécessairement transparente. Oui, avec un point, surtout sur la science ouverte, ce qui est intéressant, quand on parle de science ouverte, souvent, et qu'on a des vraies discussions entre chercheurs, c'est souvent de la science ouverte qui s'intéresse à la validité interne, c'est-à-dire les pratiques de transparence, mais en fait, il y a tout un pan de la science ouverte qui s'intéresse à la validité externe, diversité des chercheurs, diversité des participants. Tout ça n'est pas du tout pris en compte à ce niveau-là, donc effectivement, rien que ça fait que c'est pas des termes égaux, mais effectivement, je te rejoins sur le fait que ça fait partie des idées de science ouverte. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un article qui est nouveau et consistant, c'est-à-dire l'immense majorité des articles publiés, même encore aujourd'hui, ne peut pas être transparent? Ou le sera avec difficulté? Ouais, c'est plutôt ça. Tu veux que... Bon, tu me corriges, hein, je parle sous ton contrôle. L'idée, ouais, donc en gros, pour résumer, l'idée du trilemme, c'est qu'on a ces trois critères, histoire de faire une petite capsule qui résume. Donc la transparence, la consistance et la nouveauté. Et que qu'avoir les trois, c'est très compliqué parce que réunir deux critères fait que le troisième critère aura une probabilité beaucoup plus faible d'être atteint. Et donc le tandem nouveauté et consistance, ça, ce qu'on dit, c'est que il est peu probable que ce soit transparent parce que tout simplement, déjà pour des raisons statistiques, étant donné les pratiques de recrutement, la puissance statistique, comme on dit, c'est-à-dire à quel point est-ce que si votre effet existe, vous allez être susceptible de le détecter dans votre étude, mais en réalité, c'est plutôt très surprenant d'avoir des résultats. Quand vous faites genre 3, 4, 5 études, c'est plutôt très surprenant de n'avoir que des résultats qui ressortent significatifs. C'est une citation qui en fait devrait être minoritaire. Or, c'est absolument pas le cas. Et une explication possible à ça, c'est qu'en fait, bon, il y a plusieurs explications possibles. C'est que soit vous testez des très gros effets, mais les très gros effets, c'est souvent genre, ils sont souvent causés par exemple, le fait que conceptuellement, vos variables sont assez proches, et donc finalement, c'est pas des choses très spectaculaires, donc justement, c'est pas quelque chose de très nouveau. Donc ça, pour le combo nouveauté, consistance, on le met à l'écart. Mais par ailleurs, ce qui est très probable aussi, et ce qui se fait, et ce qui est effectivement le cas, c'est que pour obtenir cette consistance nouvelle, on va finalement balayer un petit peu sous le tapis souvent des études qui n'auront pas fonctionné, qui auront moins bien fonctionné, etc.
Et donc, et ça évidemment, c'est ce qu'on appelle le file drawing, c'est-à-dire ranger les études qui n'ont pas marché au fond d'un tiroir et ne jamais l'en sortir, bah c'est un petit peu c'est une des raisons, une des grandes raisons de ce qu'on appelle la crise de la réplication. C'est que on cache tous les résultats non significatifs et on garde les résultats significatifs pour la publication. Et donc, ouais, si vous voyez une étude qui montre non seulement quelque chose d'extrêmement spectaculaire, mais qui en plus est parfaitement consistante, tout propre, etc., il y a fort à parier que, à moins d'un énorme coup de chance, ce qui est possible, effectivement, bah, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des tâtonnements et des études qui n'ont pas trop marché qui soient passées un petit peu à la trappe, quoi. Ça te paraît ok? Oui, c'est ça, il faut déjà ton micro. Mon micro? Ah, pardon, désolé. Il faut déjà une très grande puissance stat, c'est du multi-études. Et ensuite, oui, on ne peut pas écarter le coup de chance. Des chercheurs peuvent avoir un coup de chance, tester une idée hyper innovante, trouver leurs effets. Mais le truc, c'est que dans ce papier, nous, on réfléchit à qu'est-ce qui est souhaitable à l'échelle du champ, qu'est-ce qui est souhaitable en tant que norme. Et parier sur des coups de chance pour établir ce critère-là en tant que norme, ça ne nous semble pas être la bonne chose. Donc c'est pour ça qu'on pense que en tant qu'éditeur, en tant qu'expert, il faut qu'on fasse attention à ça. Et si on voit un article qui propose quelque chose de très novateur, mais qui n'est pas très cohérent, qui rapporte de l'erreur, bah, c'est pas grave, c'est même normal en fait, c'est naturel. Et inversement, si un article se présente comme un article de réplication, faut pas lui reprocher un manque de nouveauté et d'innovation parce que c'est pas sa fonction première. Ouais, et c'est bien en fait de parler de tout ça. Moi, je trouve ce que je trouve vraiment très 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 intéressant, c'est en fait ce trilemme et puis cette tension en fait entre ces trois concepts. En fait, pour moi, ça explique très facilement quelque chose que je pense on est en train de voir émerger de plus en plus. C'est alors je sais pas comment on le dit en français, le virtue signaling avec l'open science. Et on dit regardez, on fait de l'open science et du coup ce qu'on fait c'est super bien. Et en fait il y a quelque chose d'assez incohérent quand on regarde notamment le résultat dont vous parlez de Van Schill, qui dit c'est marrant quand on fait des registered reports. Donc quand on dit à l'avance on va faire ces études et après on rapportera le résultat quoi qu'il arrive, et ben toujours là en 2025, et ben on n'a toujours pas le même pourcentage d'études qui sortent, même quand on compare avec des études qui essaient de faire de la pré-registration, du pré-enregistrement. Et le pré-enregistrement, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, alors je sais pas s'il y a vraiment une augmentation linéaire, mais en tout cas par rapport au début du pré-enregistrement, par rapport aux premiers pionniers en fait qui ont fait le pré-enregistrement, qui en fait pour ces gens-là c'était la même chose qu'un registered report, hein, globalement c'était le même principe quoi. Bah maintenant en fait hop, y a des pré-enregistrements qui se multiplient, mais maintenant on ne dit pas quand on dévie par exemple, ou alors les études qui sont préenregistrées elles sont jamais publiées, donc du coup il y a des préenregistrements. Il y a eu du coup ça aussi, je crois que c'était aussi avec Anne Schill, mais en tout cas il y a au moins Lakens qui montre ça. Et, ah ouais, mais c'est préenregistré puis en fait c'est pas publié. Il peut être aussi parce que le journal refuse, hein, donc il n'y a pas que le problème des auteurs, mais en fait ça fait, on commence à voir en fait tout ça. On voit aussi le cas Francesca Gino. C'est elle qui a dit oh c'est bizarre ce qui s'est passé avec Ariely. Je montre mes données en open data parce que vous voyez moi je suis très très open science. Résultat fraudé du début à la fin. Donc du coup on est en train de voir émerger tout ça et ce modèle qui montre cette tension énorme en fait explique ça de façon extrêmement simple et finalement assez intuitive. Et oui, désolé Kenzo, tu as l'air de vouloir dire quelque chose. C'était pour après que tu aies fini, donc il n'y a pas d'excuse à me faire. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, tu parles du pré-enregistrement, mais moi quelque chose, je review pas mal de papiers, je veux dire tous les chercheurs qui avancent un peu dans leur carrière reçoivent des milliards de demandes de reviews. Et vu que j'aime bien faire ça, j'en fais beaucoup. Et mais les pré-enregistrements, en réalité, c'est assez dramatique. Je pense vraiment les gens. Bon, d'une part, il y a plusieurs cas de figure. Très souvent, les pré-enregistrements sont tellement vagues qu'en réalité, ils n'apportent absolument rien. Et en fait, on a l'impression que les gens ne comprennent pas le principe. Le pré-enregistrement, c'est pour qu'ils n'aient pas de degré de liberté et qu'ils puissent pas finalement
tordre les données dans tous les sens pour obtenir ce qu'ils veulent, mais le préenregistrement, du coup, s'il est formulé de façon vague, genre on va recruter environ X participants, bah ça sert absolument à rien en fait. Mais ça, et le nombre d'articles que je review où les préenregistrements ont ce genre de problème, ou alors tu spécifies pas de façon claire le modèle que tu vas tester, tu dis pas clairement le nombre d'items dans tes échelles, etc. C'est vraiment énorme. Et en plus, ouais, effectivement, le nombre de déviations non rapportées, le nombre de déviations des préenregistrements. Donc on dit qu'on va faire quelque chose dans le préenregistrement avant la récolte des données, et puis finalement on analyse les données, on change les analyses, et puis on dit que c'est préenregistré, mais on rapporte quelque chose de différent de ce qu'on a préenregistré. C'est vraiment, ce n'est pas du tout une pratique isolée, je dirais même que c'est presque la majorité. Après, les déviations ne sont pas forcément ultra spectaculaires, mais parfois elles le sont, et surtout c'est extrêmement fréquent. Il y en a peut-être un exemple qui est vraiment vertigineux, c'était un des exemples je trouve les plus déprimants, c'était de l'histoire récente de la psychologie, c'était une grosse publication de métasciences dans laquelle un peu le pape de l'open science, Brian Nosek, était impliqué, et c'était en gros un gros papier qui expliquait mais quand les trucs sont bien préenregistrés, en fait, du coup la science elle est bien réplicable, et donc du coup c'est possible de faire de la bonne recherche en préenregistrant, et donc les efforts d'open science portent leurs fruits. Trop bien, magnifique, c'est génial, grosse publication dans Nature, il me semble. Et puis il s'est avéré qu'en réalité tout ça était complètement... je veux dire que les préenregistrements non seulement n'étaient pas du tout respectés, mais qu'en plus, initialement, ce n'était même pas le sujet des études. C'est-à-dire que c'était un projet, il me semble, de réplication d'effets en parapsychologie. Donc en plus, il y a vraiment, c'est un layered cake de n'importe quoi, cette histoire. Et donc ils ont échoué donc à toute leur réplication, et ils se sont dit mais on va recadrer tout ça en parlant d'un gros article sur les bénéfices du préenregistrement. Et donc finalement c'était une espèce d'énorme farce où on a commencé en étant tout content, génial, maintenant notre discipline est en train de ne plus faire n'importe quoi parce qu'il a conscience des enjeux liés à la transparence, mais en fait des gens un peu vigilants à ce genre de pratiques ont mis en évidence que c'est, je veux dire, et c'est vraiment une histoire absolument affligeante et qui montre vraiment à quel point il y a une tension entre les deux, et à quel point finalement ça devient du marketing en fait. On se dit genre je fais de la belle science ouverte, tout ça, mais en réalité c'est juste du vent c'est comme du greenwashing, mais c'est de l'open science washing, Ouais, tout à fait, ouais. En prenant cet exemple justement, un des problèmes qui existait, et justement j'aimerais qu'on discute aussi de ça, pourquoi pas maintenant, c'est qu'en fait les reviewers n'ont pas forcément lu les préenregistrements. En fait, il n'y avait même pas accès, en fait il y avait le préenregistrement de l'étude globale, mais ils n'ont jamais eu accès au préenregistrement des études qui avaient été faites pour arriver à cette étude qui regroupait, du coup je crois qu'il y avait 8 expérimentations différentes ou quoi. Et en fait c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à remettre la main dessus, mais de toute façon ils n'ont même pas cherché à aller les lire. Et en fait j'aimerais qu'on discute justement de ça. Donc on dit que globalement avoir des articles qui sont trop à la fois et nouveaux et consistants amène à ce que ces articles ne soient pas suffisamment transparents. Finalement on pourrait dire il faudrait avoir des articles qui sont soit moins nouveaux, soit moins consistants, mais un peu plus transparents, et trouver en fait un seuil qui serait le mieux. Et à votre avis, est-ce que c'est désirable d'avoir ces seuils-là? Comment on se positionne par rapport à ça? Ça serait quoi en fait le degré optimal selon vous entre les trois? Est-ce qu'il faudrait des articles qui soient plus transparents et en même temps pas trop nouveaux? Et en même temps ça pose des questions, des articles qui sont pas suffisamment nouveaux. Est-ce qu'il faudrait des articles qui soient plus ou moins consistants? C'est quoi en fait votre avis par rapport à ça? Même si j'imagine que votre réponse ne sera pas une réponse, il faut que tous les articles soient tant nouveaux, 30, mais que dans le champ, il faudrait des articles qui soient plus... Moi, on va parler là dans la suite. Le truc sur lequel, le point de départ de l'article, c'est de dire que la transparence, c'est le seul critère qui en fait devrait être non négociable. C'est-à-dire que vous soyez innovatif, pas innovatif, etc., si vous voulez faire de la bonne science, il faut que ce soit de la science transparente. Donc ça, c'est clairement... Après, la question de la définition claire d'un seuil, je veux dire, on a
D'ailleurs, ça a été très très brièvement mis sur le tapis, mais on a abandonné l'idée aussitôt. C'était de modéliser, de modéliser le trilemme d'une manière un petit peu plus entre grosses guillemets mathématiques, en jouant un petit peu avec les probabilités d'obtenir tel ou tel critère. Et on s'est dit genre ouais non, on va pas commencer là-dessus. Puis ça sortait clairement. Enfin, ça sortait clairement, je pense, je ne veux insulter, enfin je m'insulte moi-même, mais j'espère ne pas insulter Paul, mais ça sortait clairement du champ de compétences. Et voilà, mais je pense que de façon générale, enfin, j'aime bien ce que dit Daniel Lacan, c'est que en fait, c'est pas problématique en soi de dévier du préenregistrement, c'est juste que tu peux dévier de ton préenregistrement, mais à ce moment-là, il faut le dire. Et ça c'est une information sur la rigueur, finalement, de la rigueur avec laquelle tu testes ton hypothèse. Et après, voilà, si tu trouves un truc incroyable, mais que voilà, t'admets que c'est parce que t'as un petit peu tâtonné, etc., mais que tu penses quand même que c'est super intéressant, bah, les gens peuvent lire ton article en se disant, ok, résultat très intéressant, je vais peut-être essayer de les répliquer en sachant que peut-être que du coup, que c'est pas encore des résultats qui sont très fiables, quoi. Ouais, Paul, vas-y, peut-être donne ton opinion avant, je pense que c'est plus important que la mienne. J'aimerais bien aussi réagir là-dessus après, vas-y. Vas-y, commence, je t'en prie. Ouais, ok, bon, alors, moi je suis vachement d'accord, ça permet aussi, du coup, si je réponds maintenant, de répondre très rapidement sur la quête. Moi je suis pas complètement sûr d'être d'accord avec lui, parce que je suis assez d'accord, il faut être transparent, ça c'est sûr. Par contre, juste que ça ne pose pas du tout souci de juste dévier, mais il faut le dire. Moi, me pose problème sur autre chose, c'est que ça sous-entend que tous les chercheurs sont aussi suffisamment formés en statistique pour savoir à quel point une déviation du préenregistrement augmente par exemple l'erreur de type 1 ou ce genre de choses. Ce qui n'est pas forcément acquis. Parce qu'on entend, il y a plein de chercheurs en fait qui sont là, je veux dire, moi j'ai encore récemment ce truc une discussion en privé avec un chercheur où je me retrouve devant un article qui dit qu'ils ont un seuil un alpha à 0.05, puis en fait ils interprètent les alphas à point 1 comme étant des effets exactement comme les autres, donc déjà on est déjà à 10% de chance de se tromper, puis en fait on se rend compte que ils avaient fait un modèle statistique, et puis ils étaient prêts à le publier, ils l'avaient marketé, un grand public, machin, etc., etc. Et puis hop, d'un seul coup, en fait, ils avaient fait une erreur dans le modèle, puis quand ils le corrigent, merde, c'est plus significatif. Ah mais au fait, c'était unidirectionnel. Donc, bah tiens, on avait oublié, tiens, mais on s'en souvient que à partir du moment où le modèle est en difficulté. Et donc ça, hop, plus 50% de chance de se tromper. Donc là, d'un seul coup, juste avec ces deux critères-là, ce ne sont pas les seuls trucs et les seuls indices qu'il y a dans cet article en question, on est déjà à 15% de chance de se tromper, ce qui en gros revient à quasiment jeter un D6 et dire, si jamais je fais 1, l'étude elle est fausse en fait. Le résultat que je trouve, il est faux. Et ce ne sont pas les seuls critiques. Ouais, voilà, c'est ça, échec critique, effectivement. Mais sur un D6, du coup, même pas sur un D20, ce qu'on attend normalement dans une étude. Et en fait, à chaque fois, dans une discussion privée que j'ai, la personne me dit, oui, mais bon, passer dans l'unidirectionnel, c'est pas en soi, c'est pas un truc qui est dramatique, c'est pas génial, mais c'est pas dramatique. Non, mais le problème, c'est qu'on additionne ça au fait d'interpréter les trucs qui sont à point 1. Donc en réalité, là, on a déjà fait multiplier par 3 avec juste ces deux critères, l'erreur de type 1. C'est énorme, multiplié par 3. Et puis en plus, il y a d'autres trucs. Et donc en fait, on se retrouve assez facilement. On a Félix Schoenbrod qui avait fait des simulations avec ça. En fait, c'est très très facile de se retrouver avec 50% de chance d'avoir une étude qui est positive. Vraiment, c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de manipulation de données pour arriver à 50% de chance. 50% de chance, ça veut rien dire. On jette une pièce à chaque fois qu'on fait une étude, et en fait, elle est positive ou négative en fonction du jet d'une pièce. C'est dramatique. Oui, voilà, ouais, exactement, un D2. Et donc, dans l'idée, je suis d'accord avec Lacan, parce que normalement la transparence devrait suffire en elle-même pour pouvoir ensuite jauger. Le problème, c'est qu'il y a ce sous-entendu, il faut aussi que les chercheurs soient capables de juger par eux-mêmes à quel point est-ce que ce manque de transparence a un impact. Et ça, c'est un point où, à mon avis, c'est encore compliqué.
Mais malgré tout, voilà, je suis d'accord et je trouve que c'est un des points les plus importants et les plus, je sais pas, les qui me font le plus plaisir en fait de votre article, c'est de dire la transparence, c'est le seul truc en fait qui est pas négociable. Les conséquences de la transparence, c'est un truc, je pense qu'il y a encore du débat à avoir, mais effectivement, c'est ce qui est pas négociable. Et je pense que en disant ça, et malgré tout, ce qu'on observe dans la littérature à l'heure actuelle, c'est que c'est justement le critère le moins respecté de loin. Donc du coup, l'augmentation, je pense, des pratiques d'open science, pas. Si on accepte que votre modèle du trilemme est complètement vrai, ça veut dire que, par définition, en fait, par acceptation, par l'assumption du trilemme, en fait, ça veut dire que l'augmentation de l'open science à l'heure actuelle est en fait une augmentation majoritairement du virtue signaling, à l'exception des articles qui, comme tu disais tout à l'heure, Paul, ont cette chance d'avoir de la consistance par pur bol, en fait. Et donc, ça veut dire, en fait, il y a un gros problème, encore une fois, vous l'avez mentionné aussi, potentiellement de gros marketing en fait sur la science. Et en fait, malgré l'apparition de l'open science, potentiellement, malgré tout, un espèce d'immobilisme dans la résolution des soucis de science. Immobilisme relatif, hein, évidemment, je pense que ça s'améliore, mais ça s'améliore potentiellement beaucoup plus lentement que ce qu'on essaie de montrer avec des petits drapeaux en disant regardez, on a résolu les soucis. Mais c'est mon côté très pessimiste là-dessus. Et je te laisse donner ton avis là-dessus, Paul. Non, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Je sais pas si Adrien, tu veux qu'on transitionne justement sur cette partie, les conséquences sur la science ouverte, si tu voulais qu'on aborde d'autres choses avant. Non, vas-y. Ah bah, Kenzo. Vas-y, Ken. Je suis désolé, je voulais rebondir sur ce que disait Nathanaël. En fait, je pense que ce côté de discloser les déviations du préenregistrement, en fait, je pense que tout dépend de comment est-ce que tu dévies ton préenregistrement. Moi, par exemple, là, je suis sur un papier et il se trouve que, désolé, ça va être un petit peu technique pour les auditeurs, mais bon, si c'est que des psychologues sociaux, c'est pas grave. En gros, il y a genre une variable que je pouvais manipuler en inter ou en intra. Mais si je le faisais en intra, je gagnais en puissance statistique, mais j'introduisais un gros confound parce que c'était une mesure répétée. Et donc j'ai dit genre bon, je vais tester en intra, mais je randomise l'ordre de présentation des trucs comme ça. Si je vois qu'il y a un effet énorme de l'ordre et que ça fout en l'air tout le machin, bah, je pourrais tester en inter voir si ça fonctionne. Et il se trouve que j'ai préenregistré en intra en spécifiant dans le préenregistrement que voilà, en fonction des résultats, peut-être qu'on testera en inter. Et donc j'ai fait mes analyses et bon bah c'était le risque que je pressentais ces produits, c'est-à-dire que en gros j'observe que quand je teste mes prédictions en inter, bah là ça fonctionne parfaitement exactement comme ce à quoi je m'attendais. Et par contre quand je teste en intra, ben en gros ça fonctionne au T1 mais pas au T2. Et donc les deux trucs agrégés font que les effets que je pose en hypothèse disparaissent. Pour moi c'est très différent de dire bon ben voilà, il y avait ce confound que je pressentais et il était effectivement là, donc du coup j'ai un petit peu modifié mon plan d'analyse. Pour moi ça c'est assez différent. Évidemment je le disclose dans le manuscrit, hein. Mais c'est différent de faire ça par rapport à genre ouais, faire des espèces d'exclusions arbitraires, faire des comparaisons multiples, regarder 56 000 variables dépendantes différentes. Tu vois, genre pour moi, genre ça dépend si tu dévies de ton préenregistrement en voulant absolument trouver quelque chose de significatif, quitte à faire n'importe quoi, ou alors si tu as vraiment, genre, je sais pas moi, si tu observes genre qu'il y a une variable qui a un très gros modérateur que tu n'avais pas anticipé, et que du coup tu tiens compte de ce modérateur dans les analyses que tu vas présenter après. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est pas du tout effectivement, c'est pas du tout le même cas de figure. Moi, ce que je pense, c'est en général, hein, d'observation que j'ai, la déviation en général, elle est dans le sens inverse. Pour moi, c'est bien une déviation, en particulier quand déviation, c'est complètement logique. En fait, on peut rien dire contre à partir du moment où on se rend compte que le truc de base qu'on avait, en fait, il fonctionne pas. On a un bon indice qui fonctionne. Moi, ce que je remarque souvent, c'est que en général, quand on lit une déviation dans un papier, c'est que on avait une analyse qui était parfaitement valide, et puis en fait, hop, on a utilisé une autre qui est valide aussi, et juste on dit cette analyse elle est bien. Puis il y a une argumentation pour dire on utilise cette analyse parce qu'elle est très très bien, parce qu'elle permet de faire ceci, cela, etc. Et puis en fait, l'analyse initiale, elle était aussi très bien, et des fois il y a des papiers là-dessus, hein. Il y a avec les mini-analystes, etc. Des fois, on ne sait pas exactement quel chemin il faut prendre, en fait. Et soit parce qu'on manque de compétences, soit parce que c'est des choses qui ne sont pas prévisibles même à l'avance, quoi.
Et donc, et même qu'on ne peut même pas vérifier après, en fait, avec véritable certitude. Et donc, on se retrouve avec deux analyses qui sont pertinentes. Dans le papier, il y a l'argumentation claire pour la deuxième analyse, comme si elle était faite de scratch. Et en fait, l'analyse d'avant, elle était aussi tout à fait argumentable, mais cette argumentation, elle a disparu parce qu'elle était juste dans le préenregistrement. Et puis en fait, si on lance ce modèle, comme par hasard, en fait, ça marche vachement moins bien, voire pas du tout. Alors, malheureusement, c'est triste, mais c'est quand même ce qu'on observe un peu dans la nature, je pense. Hein. On a un cas, et ça c'est Daniel Lakens aussi qui nous le dit, qui est vraiment de plus en plus dramatique, je trouve. Là, on touche l'abîme de l'humanité, qui est que on a des auteurs qui s'amusent à faire de multiples préenregistrements et à sélectionner le bon préenregistrement dans l'article. Et en fait, on l'a déjà dit dans ce podcast avant, hein, mais OSF et l'API d'OSF est libre d'accès, donc en fait c'est très facile de télécharger tous les préenregistrements et de voir combien de préenregistrements sont faits par combien de personnes, etc. etc. et de voir qu'effectivement il y a quelques auteurs, évidemment pas beaucoup parce que ça vaut pas le coup pour l'instant, mais qui font des préenregistrements multiples et qui rendent ouvertes au public les préenregistrements qui ont fonctionné. Ouais. Ouais, et Bon, puis c'est OSF, parce que il y a quand même d'autres sites pour les préenregistrements. Je ne sais pas comment fonctionne As Predicted, mais je ne suis même pas sûr qu'ils gardent. Je suis pas sûr que ce soit si facile que ça. Je sais pas si on peut supprimer déjà les Je préenregistrements. crois Parce que sur OSF, sur on peut, mais ça Aspredicted, laisse tu un peux. timestamp. Ouais. 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 Alors sur D'accord. OSF, il y a un point très particulier, c'est qu'en fait les préenregistrements, ils sont soit privés, soit publics. Et justement, ils font des préenregistrements privés. Mais l'astuce, c'est que quand tu télécharges le contenu d'un chercheur via l'API, et ben en fait, ça doit être un bug, enfin c'est pas un bug, mais c'est une brèche de sécurité finalement. Tu peux télécharger et le contenu privé et le contenu public. Et c'est comme ça en fait que tu peux récupérer les préenregistrements qui n'ont pas été rendus publics. Voilà, petite astuce si vous voulez vous amuser sur SF. Astuce qui vient de Daniel Lakens, évidemment, parce que c'est toujours le premier sur ces trucs-là. SO, le père fondateur. Exactement. On va passer à la dernière partie de l'article, peut-être, parce que donc on a expliqué la combinaison, on a expliqué quand même des conséquences assez négatives du fait de manque de transparence. Et je pense c'est le moment de parler donc de comment en fait on fait pour, et j'aime beaucoup le titre, casser la pression du trilemme. C'est-à-dire, c'est quoi les solutions finalement pour obliger les chercheurs et les éditeurs à avoir des publications scientifiques de plus grande transparence, quitte à sacrifier un petit peu de consistance et de nouveauté, et de le faire d'une manière qui soit acceptable par la population des chercheurs, qui sont quand même une population dont on connaît, qui aime beaucoup le statu quo et fonctionner comme ça fonctionnait depuis tout temps, quoi. ouais. Et qui aime beaucoup les heuristiques, qui aime beaucoup les recettes à suivre et les fonctionnements très directifs. Et je pense que pour aborder cette dernière partie sur les pistes pour casser la pression du trilemme et protéger la transparence, je pense qu'il faut revenir sur la spécificité de la transparence par rapport à la nouveauté et à la cohérence. C'est comment est-ce qu'on évalue la transparence. Comment est-ce qu'on peut dire tel article est transparent ou il ne l'est pas. Par rapport à la nouveauté, c'est entre guillemets, et par rapport à la cohérence, c'est relativement facile parce qu'on peut dire cette idée est nouvelle ou pas, surtout si on connaît bien la littérature. On peut dire, par rapport à la cohérence, cet article présente un set d'études significatives ou pas, mais par la transparence, eh ben, on ne sait pas trop parce que ça va dépendre énormément du degré d'honnêteté du chercheur. Et comme on l'a dit, et comme tu le dis très bien dans ton expertise, Adrien, les tricheurs seront toujours des tricheurs. Et on peut tricher avec la science ouverte. Et justement, très souvent, la science ouverte va être utilisée comme un proxy de la transparence, alors même qu'elle peut être détournée. Et comme tu le disais, Nathanaël, alors même que les pratiques de science ouverte sont en augmentation, le taux d'hypothèses validées ne change pas ou change très peu. Donc c'est bien qu'il y a un problème dans l'utilisation de certaines pratiques de science ouverte. Donc partant de là, comment est-ce qu'on arrive à protéger la transparence
par rapport à cette pression du trilemme. Et c'est vrai que c'est une partie qu'on avait laissée de côté au début avec Kenzo. Et Adrien, tu nous as proposé qu'on aborde ça dans l'article, dans ta première expertise. Constantina, qui était l'éditrice, trouvait que c'était également important. C'est vrai que c'est quelque chose, même dans notre pratique, j'ai l'impression, quand on étudie les théories du complot et les croyances conspirationnistes, on ne réfléchit pas trop non plus tous les deux aux solutions. On aime bien réfléchir au processus, aux conséquences, mais la résolution du problème de société qu'on étudie, on a plus de mal parce que ça demande quand même d'arriver avec des pistes concrètes, de se positionner. Et mine de rien, avec une petite revue de la littérature, on a quelques idées qui sont apparues. Donc la plus évidente, qui est venue directement dès qu'on présentait ce projet, c'est le Registered Report, dont on a déjà parlé dans le podcast, que vous avez déjà dû aborder. Donc comme Nathalie l'a dit, c'est l'expertise par les pairs se fait en amont de la récolte des données. Donc la publication se fait indépendamment des résultats et de leur significativité. Mais on a proposé donc d'autres solutions qu'on classe en deux grandes familles. Les solutions qui se basent plutôt sur des contraintes techniques qui vont être soit adoptées volontairement par les chercheurs, donc typiquement le Registered Report, c'est le chercheur qui décide de faire un Registered Report plutôt que d'un article, pour un peu comme Ulysse devant les sirènes, se cadenasser à son mât, il a conscience du danger, et voilà. Il continue dans sa pratique en essayant d'esquiver ses biais. Il y a les analyses automatisées. Il y a après des trucs bien plus exotiques. On a trouvé quelques articles qui sont vraiment pas institutionnalisés, comme les Result Free Review, qui consistent pour les expertises par les pairs à envoyer les articles à expertiser sans la partie résultat. Donc c'est un peu une espèce de registered report inversé, où c'est les experts qui sont aveugles à la significativité. Et ensuite, il y a des contraintes plus externes. Donc ici, Adrien, je pense que tu pourras en parler bien mieux que nous, parce que c'est des choses que tu sembles mieux connaître. C'est bien plus institutionnalisé en médecine, j'ai l'impression, et en sciences biomédicales. Donc, de systématiquement préenregistrer à un niveau institutionnel avec une obligation légale pour les chercheurs de rendre compte de ce qu'ils ont obtenu. Je crois que... Ouais, en fait, c'est dans le domaine biomédical, mais ça, c'est juste les droits de l'homme, en fait. C'est vraiment un niveau très élevé, qui est que quand tu as des données de santé, tu es obligé d'expliquer ce que tu vas faire des données de santé des personnes. Et donc, nous, en Europe, on utilise un site qui s'appelle Clinical Trials, qui est un site américain, ce qui pose aussi des questions en ce moment, mais on va pas rentrer dans ce débat-là, qui est un site dans lequel, effectivement, on fait des préenregistrements. En fait, ça marche exactement comme OSF, ça marche exactement comme As Predicted, sauf que tu es censé, ici, ne rapporter que des études biomédicales. Ouais. Et eux sont obligés de le faire pour pouvoir faire leurs études. Sinon, alors il y en a qui l'ont pas fait. Didier Raoult ne l'a pas fait, par exemple, dans la plupart de ses études, sans être inquiété, ce qui pose un certain nombre de questions aussi sur pourquoi il n'a pas été inquiété pour faire ça. Mais normalement, c'est obligatoire. Oui. Après, il y a d'autres pays qui n'utilisent pas forcément Clinical Trials. Je sais par exemple que l'Iran a son propre institut là-dessus et du coup ses propres comités d'éthique qui revue les choses un peu différemment du reste du monde. Mais nous, on suit les mêmes procédures d'éthique en France que les États-Unis, que l'Angleterre, que l'Allemagne, et donc on fait des préenregistrements au même endroit. Donc Alors, ouais. Pardon, vas-y. Ouais, pour réagir vite fait, je crois que j'avais déjà posé la question, je me demande si je ne l'avais pas posé sur le podcast d'ailleurs, Adrien, et j'ai oublié la réponse, puisque en fait il y a Turner, je crois il y a un peu plus d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça, 15 ans peut-être, qui avait d'ailleurs comparé les bases de données justement de préenregistrements médicaux obligatoires avec ce qui était publié dans la littérature scientifique, parce que ce n'est pas la même chose du coup, parce que c'est aussi un peu un préenregistrement. Ils sont obligés quand même, c'est assez particulier, parce que sur les bases de données, c'était avec la FDA, ils sont obligés d'envoyer les résultats à la FDA, de dire voilà le résultat de notre analyse. Et donc eux, ils ont des bases de données spécifiques avec les préenregistrements et les résultats de ces préenregistrements. Mais ensuite, dans la littérature scientifique, quand on publie, je sais pas moi, dans BMJ ou n'importe quoi, et ben en fait, les chercheurs ont tout droit ensuite de réinterpréter un peu leurs résultats. Et il y avait une grosse étude, comme je disais, de Turner sur les antidépresseurs notamment, qui montrait à quel point les résultats qui étaient
super dur à lire sur le site de la FDA, parce que c'est vraiment, c'était une base de données qui était très 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 peu accessible, en tout cas à l'époque. Même pour les médecins qui savaient ce qu'ils faisaient, c'était vraiment une galère. Et puis, en fait, les résultats étaient beaucoup moins positifs quand ils étaient présentés dans la base de données de la FDA, donc le truc le plus rigoureux. Puis après, une fois que ça passait dans les articles scientifiques, déjà, des fois, c'était même pas publié. Et quand c'était publié, il y avait des résultats négatifs qui étaient présentés positivement, par exemple. Donc il y avait du 0.099, c'était oui mais c'est bon, c'est marginalement significatif. Et puis du coup, en fait, les antidépresseurs fonctionnent, et puis ce genre de choses, etc. etc. Donc voilà, ça posait tout un autre souci aussi, c'est-à-dire que même avec ce préenregistrement, même dans le cas de données sur des participants humains, et même quand les chercheurs savaient que leurs données seraient comparables entre ce qui est dans les articles scientifiques et ce qui est dans la base de données des organismes de santé, et ben quand même, ils trouvaient le moyen de twister quand même encore un petit peu le truc, ce qui est assez extraordinairement pourri, je vais quand même le dire. Enfin, moi, je trouve que c'est absolument honteux et inadmissible. Ça a changé, ça, Adrien? Est-ce que maintenant, il y a des obligations légales plus importantes ou pas? Pays par pays, j'essaie de retrouver. World in Data avait fait un graphique aussi, un très beau graphique dessus, parce que je crois que sur l'étude de dépression, c'était en 2003, et tu voyais la taille d'effet avant et après 2003 qui avait quasiment diminué par deux des études sur la dépression. J'ai essayé de vous le retrouver là pendant que tu parlais, mais j'ai pas réussi. Où il y a aujourd'hui, depuis je crois 2022 en Royaume-Uni, et peut-être l'année dernière au Danemark, en Suède, etc. L'obligation d'expliquer pourquoi l'étude ne s'est pas faite quand elle n'a pas été publiée. Où sont les données? Et en fait, on n'a pas de recul là-dessus. Donc c'est difficile d'en dire grand-chose, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, je suis en train de suivre ce qui se passe, parce que j'aimerais bien savoir justement s'il va y avoir des sanctions ou pas, s'il va y avoir aussi peut-être des serveurs type OSF pour ces données-là, pour au moins avoir accès à ces données, savoir en fait ce que ces pays veulent faire des législations qu'ils ont créées pour renforcer le fait de publier ces données-là. Ouais. C'est très nouveau tout ça. Hein. Et oui, Kenzo, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ce que je voulais insister sur le fait que oui, cette distinction entre les choses qu'on s'impose à soi-même versus les choses institutionnellement imposées, je pense que c'est vraiment une distinction cruciale, parce que, on l'a très vite fait dit tout à l'heure, il me semble, dans l'état actuel du système de publication scientifique et du système académique, les gens qui ont une interprétation stricte de l'open science sont clairement pénalisés, en fait. C'est clairement un fardeau supplémentaire. Et donc c'est un peu une situation de dilemme social, en fait. D'ailleurs, moi j'ai été dans cette situation où tu te dis, bon je voudrais faire un registered report, mais je sais qu'un registered report ça prend beaucoup plus de temps. Or tu sais qu'après tu dois chercher un postdoc, etc. Et donc tu te dis, finalement tu renonces à ton registered report parce que tu dois publier plus vite. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion globale très importante sur les pressions de sélection. En fait, on va faire c'est un langage un petit peu évolutionnaire, mais dans le cas présent, je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement qui favorise un certain type de recherche et qui pénalise certains, d'autres types de recherche, même si ces recherches sont meilleures, les volontés individuelles ne pourront pas entièrement infléchir la situation, sauf s'il y avait une espèce de mouvement de masse où tout le monde, par grandeur d'âme, de façon coordonnée, se mettait à faire de la science ouverte, désintéressée, etc. Ce qui, je pense, n'arrivera jamais. C'est vraiment une situation de dilemme social, donc ces situations où finalement, les gens qui collaborent... Enfin, en gros, le bénéfice de faire de l'open science, si tout le monde le fait collectivement, c'est clairement la meilleure situation, mais tant que tout le monde ne le fait pas, les gens qui font cet investissement, ils se font un petit peu avoir, parce que clairement ça a un impact sur la compétitivité du CV académique, les articles qu'on va publier, patati patata, parce que tout ça c'est des efforts qui ne sont, je pense, pas assez récompensés. Et je pense que ça va vraiment ça a vraiment une influence très insidieuse, parce qu'encore une fois, quand on review un papier, quand on voit soi-même des résultats complètement inconsistants, ça va être vraiment difficile de ne pas le relever. Or, tu sais très bien que si la même personne t'aurait soumis le même article, mais en enlevant la donnée inconsistante,
ben probablement que tu aurais dit ah c'est vraiment trop bien, etc. Donc c'est vraiment une situation extrêmement complexe, je trouve. Et je pense que c'est pour cette raison que je crois qu'il faudrait vraiment tout simplement changer un peu l'architecture, enfin l'environnement dans lequel Après c'est un petit peu facile, hein. Déjà évidemment si on change la société, après tout va mieux, mais sur la question de l'implémentation de l'open science, je pense vraiment que il faut vraiment que l'environnement cesse de pénaliser l'open science. Et c'est la seule manière, je pense, que l'open science s'impose vraiment comme norme. Il faut pénaliser les grosses déviations et les grosses violations des principes d'open science, les pénaliser probablement davantage. Éventuellement, je sais pas, mettre des garde-fous. Je sais que c'est le cas dans certaines grosses revues, notamment JESP, je crois, où en gros maintenant, si t'as pas préenregistré, en tout cas, il y a beaucoup d'éditeurs qui vont te tège, sans même envoyer ton article en expertise. Je pense vraiment que ce genre de choses, non seulement préenregistré, mais en plus préenregistré de façon rigoureuse, si ce genre de critères de rejet devenait la norme, ça permettrait de faciliter le fait d'imposer l'open science, mais du coup, et encore une fois, il faut faire attention aussi de tenir compte des deux autres paramètres, parce que si d'un coup on devient ultra méga intransigeant sur les pratiques d'open science, mais qu'en plus on exige aussi la nouveauté et la consistance, là c'est le burn-out pour tout le monde et ça craint. Voilà. Oui, en fait, ce que tu dis au niveau individuel, hein, c'est que moi, quand je lis un article et que je vois que tout va un peu dans le même sens et est consistant, je me dis, waouh, c'est carré, c'est propre, c'est beau. Et en fait, dès qu'on va avoir de la transparence, on va dire, ah oui, alors effectivement, tout est carré, tout beau, sauf cette partie-là qui fait des trucs différents, etc. Tu te dis, où ça devient un petit peu brouillon, ça devient plus difficile à lire. Finalement, j'ai moins confiance dans cet article-là en tant que juste que lecteur, quoi. Et c'est ça, en fait, la grosse difficulté de se dire comment on fait en sorte que les gens, quand ils lisent des articles, ont des impressions différentes vis-à-vis des articles. Et finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça ne peut pas arriver si les attentes qu'on a au niveau de l'institution qui représente les chercheurs ne changent pas elles-mêmes et ce que l'on valorise, ce que l'on doit valoriser en tant qu'individu quand on lit un article finalement. Et donc on a été avec ces solutions techniques, je reboucle, je vous ai dit que j'étais très mauvais dans les transitions, je reviens à ces solutions techniques. Donc est-ce qu'on les avait tous fait? Je suis en train de relire, donc Register Report, Prospective Illustration, Machine Readable Analysis, ça c'est ce dont tu viens de parler Kenzo, du coup, le fait d'avoir la possibilité de... Non, toi tu disais qu'on devait tous lire, avoir le temps en fait de lire tout ce qui était dans un article. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Okay, alors, mais Paul a parlé des machine readable analyse et moi je mettais vraiment l'emphase sur le côté la nécessité d'une application institutionnelle pour changer tout simplement genre ce qui est valorisé et ce qui fait barrage ou pas dans le processus de publication. Oui. Et même, je me permets un petit correctif ou une précision, une nuance sur ce que Kenzo disait, oui. C'est qu'il y a actuellement dans un système où la science ouverte n'est pas obligatoire et donc n'est pas nécessairement la norme et peut-être choisie ou pas. Ce qui est pénalisé, c'est même pas tant l'utilisation de la science ouverte, c'est juste la transparence en fait. Parce que comme on a vu, Francesca Gino, elle faisait de la science ouverte, mais elle fraudait les données. Donc c'est même plus la question de la transparence que la question de la science ouverte et la question du dévoiement de la science ouverte pour compenser précisément un manque de transparence en fait. Et du coup, dans ces solutions techniques pour casser le trilemme, on a vu celles qui peuvent être adoptées volontairement par les chercheurs, celles qui peuvent venir de contraintes externes au niveau institutionnel. Et on propose une deuxième famille de solutions pour briser le trilemme qui ne se baserait non plus sur des solutions techniques, que ce soit adoptées par soi ou imposées de l'extérieur, mais sur plutôt des critères normatifs pour faire évoluer les pratiques via l'aspect communautaire de la recherche. Donc la science se fait souvent en groupe, les chercheurs sont organisés par laboratoire, par sociétés savantes, etc. Donc il y a un aspect de communauté très fort, et dans ces communautés, il y a différentes normes, c'est comme pour tout groupe social. Et faire évoluer les pratiques peut passer par une évolution des normes. Et ces normes, on propose qu'elles pourraient évoluer de deux manières pour protéger la transparence face à la pression du trilemme.
Un premier moyen, ça serait par ce qu'on appelle les incitations. Donc, je pense que c'est la bonne traduction pour incentives. Et une grande mesure qui a été proposée, Adrien, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'est à partir de 2015 ou 2016 avec les badges de sciences ouvertes. Dans la revue numéro 1, il me semble, en psycho, Psychological, voilà, c'est ça, Psychological Science, c'était tout simplement de faire figurer des petites vignettes, des petits badges au début des articles pour signaler s'il y avait utilisation de pratiques de sciences ouvertes dans cet article en question. Donc il y a 3 badges principaux, il y a eu des déclinaisons ensuite, mais il y avait le badge matériel en sciences ouvertes, en libre accès, pardon, analyse en libre accès et données en libre accès. Et il y a toute une littérature qui documente de plus en plus le fait que ces badges, c'est un peu du pipeau, ça ne sert pas à grand chose, et c'est plutôt, comme on le disait, du signaling pour, par la science ouverte, améliorer la valeur d'un article, montrer que, ok, on a des bons résultats, on est consistant, on est nouveau, et en plus, on fait de la science ouverte, en plus, on a des badges pour rendre l'article encore plus attractif. Et parce qu'on s'est rendu compte que ces badges, il y a un article récent là qui montrait que sur le premier numéro de Psych Science, où tous les articles avaient les badges code, analyse en libre accès, il me semble, Adrien, encore une fois, tu me corriges, mais il n'y en avait que 1 sur 15 pour lequel le code permettait parfaitement de répliquer les analyses. Il me semble que c'est ça. Hein. Je n'en ai aucune idée. De reproduire, voilà. Vous devez me croire sur parole, et je crois que c'est ça. J'ai un petit truc à dire en plus. Là, je suis en train de reviewer un article qui m'a paru extrêmement suspect parce qu'en fait, on a sur 3 p-valeurs d'intérêt, il y en a 2 très proches de 0,5 juste en dessous et une à 0,3. Et je me suis dit, c'est quand même très intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans les données. Les données sont en libre accès. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment les données qui sont en libre accès. Donc c'est un article où on mesure des temps de réaction sur 8 tâches différentes par participant. En fait, ce que l'on a, c'est la moyenne des tâches. En fait, on ne sait pas exactement, on n'a pas accès à ce qui s'est passé vraiment pour chaque participant au sein de chaque tâche. Quand est-ce que ces tâches ont été faites les unes par rapport aux autres, etc. En fait, on a un jeu de données qui est le jeu de données final finalement, qui permet de reproduire les résultats. Mais si on se demande d'où ces résultats proviennent, en fait, on n'est pas capable d'aller regarder ce qui se passe. C'est un article qui a donc le badge de données ouvertes. En fait, les données brutes ne sont pas ouvertes, ce sont des données transformées qui sont ouvertes et qui ne nous informent pas grand-chose sur ce qui s'est passé de cet article. C'est peut-être aussi un argument sur le fait que c'est peut-être un peu surfait aussi, ces badges-là. Tout à fait. Et Kenzo, je ne sais pas si tu avais une précision que tu voulais apporter. Oui, je trouve que ça souligne un petit peu parce qu'un truc qu'on peut encore rappeler, c'est la quantité de travail que ça représente, en plus de la quantité de travail que c'est de produire un article. Là, on a soumis quelque chose avec une doctorante grenobloise et à Psychological Science, et donc l'enjeu c'était pour la soumission, c'est reproducibilité computationnelle, c'est-à-dire qu'en gros, il vérifie avant même d'envoyer l'article en expertise, il vérifie qu'en faisant tourner le script d'analyse, tu arrives effectivement à tout reproduire. Et que tout est faisable sur base du codebook que tu proposes, etc. Mais la quantité de travail que ça représente de faire ça de façon propre, je veux dire, en fait, j'ai l'impression que j'arrête pas de parler de des problèmes avec mes propres papiers. J'espère que je vais pas être discrédité à la fin de ce podcast. Mais mes scripts d'analyse, ils sont globalement clairs, je pense, mais clairement ils sont pas au niveau de la reproductibilité computationnelle, quoi. Donc je crois vraiment que, tu vois, je fais toujours un codebook, etc. Mais quand tu regardes vraiment les gens qui prennent ça super au sérieux, la quantité de critères et de micro-ajustements qu'ils font pour que tout soit parfaitement lisible, tout soit parfaitement interprétable sans la moindre ambiguïté et tout ça, en fait, je pense que c'est même pas le double ou le triple, c'est 10 fois la quantité de travail que la plupart des gens mettent dans leur Open Science Framework. Donc, oui. Après, et encore une fois, je fais ça, je pense, consciencieusement, mais c'est juste que il y a consciencieusement et faire ça selon les standards
qui sont jugés comme désirables par finalement les gens qui sont les plus exigeants en la matière. Et encore une fois, il y a la question de la quantité de travail et de la pénalité que ça peut représenter pour les gens qui vont se plier à ces exigences-là. D'autant plus quand ils se plient dans des petits journaux qui sont de ce fait les journaux les plus rigoureux, les plus sérieux, mais qui en fait ne sont que des petits journaux. Alors Psychological Science, ça marche pas parce que c'est un des plus gros, mais finalement ceux qui s'y prêtent pour Metapsychology, par exemple, qui est à mon avis le meilleur journal en psychologie depuis que Yasmine Vazir à Psychological Science a un petit peu changé, mais qui en fait est un petit journal, alors que eux demandent de la reproductibilité computationnelle depuis le début finalement. Donc c'est vrai qu'il y a ce rapport-là chez les jeunes chercheurs qui est très compliqué. En fait, on pourrait faire la différence entre des chercheurs plus avancés qui ont le temps et des chercheurs plus jeunes qui, eux, doivent prouver que ce sont des bons chercheurs dans un temps limité. Et finalement, à arriver à un trilemme dans lequel on rajoute en plus le facteur temporel qui est de l'autre côté du facteur transparence, quelque part. Tout à fait. Et puis, il y a aussi l'acculturation. Parce que Kenzo, tu dis, ça prend beaucoup de temps. En fait, ça prend surtout beaucoup de temps les premiers papiers. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu chopes l'habitude et en fait, et le codage, c'est beaucoup ça, c'est perdre du temps au début pour gagner du temps par la suite et finalement, tu te rends compte après coup, ah si j'avais fait ça dès le début, j'aurais gagné du temps et finalement, plus tu fais de papier de cette manière-là, plus tu gagnes du temps finalement. Donc c'est aussi une acculturation qui se fait très progressivement, quoi. Donc, en fait, t'as une pénalité supplémentaire d'être parmi les premiers qui font ça, quoi. Puis il y a un vrai problème aussi au niveau de la formation et des compétences à la fois des chercheurs eux-mêmes et aussi des reviewers, parce que ça c'est un truc, c'est un sujet que j'aime bien. Je change de casquette virtuellement, parce que j'ai aussi une formation en informatique avant. La reproductibilité computationnelle, c'est un truc qui me tient extrêmement à cœur, c'est très très important. Mais en même temps, faut savoir que même en informatique, même les chercheurs en informatique, c'est un sujet de recherche parce que ça n'est pas facile. Ça n'est facile pour personne, y compris pour les informaticiens, c'est pas facile. C'est-à-dire que j'ai toujours des potes qui font de la recherche en informatique. Je discutais justement il y a 3 jours avec un pote qui fait qui évaluait un modèle de machine learning publié dans une revue d'informatique. Le mec est informaticien, il n'arrive pas à reproduire ce que le modèle en machine learning fait d'après le papier. Parce que il n'y a pas tout le code qui fonctionne complètement, tout ne se reproduit pas complètement. Et du coup, il y a aussi différents degrés de choses qu'on attend des chercheurs, et en fonction du sujet de recherche aussi, on ne peut pas attendre la même chose. Et ça, il y a aussi un souci du coup même au niveau à la fois des reviewers et même des éditeurs, c'est que du coup, quand on est des psychologues, on n'est pas des informaticiens. Quand en gros ton analyse de données c'est juste un fichier R Markdown ou un truc comme ça qui a 100 lignes de code, on peut exiger de la reproductibilité computationnelle. En ce moment, justement, j'ai un registered report, un stage 1 registered report qui est en cours de review. Ça fait 3 mois qu'il est en cours de review. J'imagine qu'il regarde le code un petit peu avec en plus les données pilotes qu'on a, etc., etc. J'ai plusieurs milliers de lignes de code. J'ai essayé de faire de mon mieux pour de la reproductibilité computationnelle. Je sais que ça n'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Il va forcément falloir que les reviewers ou les éditeurs ou qui que ce soit qui va essayer de relancer le code de scratch, il va y avoir un moment où il va devoir remettre un tout petit peu les mains dans le cambouis. Et est-ce qu'il aura les compétences pour le faire? Parce que là, on ne parle pas juste d'analyse statistique, on ne parle pas juste d'utiliser le tidyverse et puis de faire un filter et puis de machin, etc. On parle véritablement, j'ai des boucles forts imbriquées, etc. Des choses qui pour un informaticien ne sont pas énormes. C'est des trucs que tu peux faire en quelques semaines, tu vois, de programmation. Mais on n'est pas formé à ça en tant que psychologue, tu vois. Et du coup, moi j'ai vu des gens qui faisaient du R depuis des années, qui disaient une boucle for, oula! Là, on est sur du concept avancé. C'est dans la page 20 du premier livre de programmation que tu peux ouvrir. Et donc, quand après, où est-ce qu'on met la limite en fait? Et on se rend compte que dans ce genre de situation, la reproductibilité computationnelle, en fait, c'est un spectre en fait. On peut attendre quelque chose qui est un petit peu flou et ça dépend aussi du nombre de choses qu'on peut attendre. Et donc en fait, même au niveau de la transparence et au niveau des pratiques open science, il y a quand même, malgré tout l'amour que j'ai pour ça, malgré tout mon militantisme pour il faut qu'on fasse des registered reports, il faut qu'on soit le plus transparent, il faut qu'on soit le plus reproductible, il y a aussi quand même un moment où il faut s'arrêter, sinon en fait on ne peut plus rien faire de compliqué. On est limité à des projets qui sont obligatoirement simples, parce que
Même si, ou alors il faut demander, il faut des équipes où il y a des ingénieurs en informatique qui viennent nous aider sur toutes les choses qu'on va faire, etc., par exemple, quoi. Et c'est aussi une autre manière de voir la recherche, hein. Peut-être qu'à long terme, ça sera comme ça. Mais voilà, c'est aussi, voilà, il y a ce facteur qui est temporel, mais aussi qui est de compétence, qui est relié finalement, et où finalement il y a quand même quelque chose où il faut attendre quelque chose de raisonnable, et ça demande aussi les compétences pour savoir quand est-ce que c'est raisonnable et quand est-ce que ça ne l'est pas. Ça, je pense que c'est un problème qui est à échelle de toute la psychologie à l'heure actuelle. Après, moi, je pense qu'on reste quand même sur l'idée de tant que c'est clair, tant que les variables qu'on a utilisées sont claires et clairement identifiées avec un codebook dans le jeu de données et qu'on sait exactement si le mec a fait une ANOVA ou un t-test ou un machin ou quoi, et que quand toi tu refais ton analyse, les p-valeurs qui sont significatives, les p-valeurs qui sont pas significatives ne sont pas significatives, savoir si tu as fait un two-sided t-test, one-sided t-test, etc., fondamentalement, ne changera pas grand-chose. Et je pense que c'est là aussi où on peut laisser un peu de doute en se disant si ça change pas les conclusions, c'est-à-dire même si les résultats statistiques changent, si ça change pas les conclusions qui y sont associées, tu vois, ça va quoi. Je suis assez d'accord, mais ça dépend aussi. Parce que qu'est-ce que c'est une conclusion en psycho? Parce que ça, c'est tout un débat qui parfois me déplaît justement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup l'interprétation en psychologie P inférieur à 0.05, c'est bon, c'est le même résultat. Et puis en fait, tu regardes je sais pas moi, ton coefficient dans ta régression linéaire, et puis c'est pas du tout le même. Du coup, mais du coup, en fait, en vrai, la conclusion, pas la même, tu vois. D'accord. Parce que du coup, ton effet de size n'est pas le même. Corrélation, il est moyen dans les deux cas, bah, c'est le même type, le même ordre de grandeur de coefficient de corrélation. Si ton coefficient de corrélation n'est pas du même ordre de grandeur, en fait, oui, quand je dis conclusion, je ne veux pas forcément parler que de p-valeur, je veux aussi parler de taille d'effet, effectivement. Oui. Faudrait y réfléchir un petit peu plus, mais je pense qu'il y a une forme de consensus à trouver là-dedans, quoi. De se dire finalement c'est dans l'interprétation que va se trouver les différences. Ouais. Je suis d'accord. Ah, Olivier, tu veux dire quelque chose? Ouais, juste une parenthèse minuscule sur la définition de la cohérence. On a failli prendre une définition en termes de taille d'effet, comme tu proposais. Et pour que tu le saches, Adrien, je pense que je suis resté 10 jours. Kenzo en était témoin à me prendre la tête sur la définition de la cohérence en termes de taille d'effet ou en termes de prédiction. Et c'est vraiment pas une question simple. Et ça remet en question, du coup, ça fait plonger dans toute la littérature sur l'évaluation des réplications. Et à quel moment on dit qu'un effet réplique ou pas. Est-ce que c'est uniquement une question de taille d'effet, de significativité, de direction, de taille d'effet, etc., etc., quoi. Et donc c'est assez passionnant. Oui, je me souviens, tu questionnais vraiment à la fin la nature même de la réalité. T'étais vraiment genre, oui, mais en fait, j'ai vraiment dû venir genre, oula, on se calme. Et devenir conspirationniste. Ouais, pas loin. En tout cas, genre, une espèce de personne qui vit dans un plan différent de réalité. Ce que je voulais dire aussi par rapport à tout ça, c'est que peut-être qu'on pourrait dire quelques mots sur le fait qu'il y a beaucoup notamment de jeunes chercheurs et chercheuses à qui, en fait, l'open science paraît extrêmement hostile et effrayante, notamment à cause on se dit, genre, bah voilà, je sais pas moi, on parle de reproductibilité computationnelle, et je trouve que c'est bien aussi de souligner que, enfin, après, il y a des usages cyniques de l'open science, et c'est-à-dire, en gros, le virtue signaling, finalement, on s'en fiche bien d'être transparent. Ce qu'on veut, c'est genre pouvoir avoir notre petit badge pour avoir plus de citations et donc pouvoir décrocher un post sur Harvard ou je sais pas quoi. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui... Enfin, c'est un petit peu ce que tu disais par rapport... Bon, à un moment donné, il faut se dire, si tu arrives grosso modo à reproduire les analyses, ça va quoi. C'est-à-dire, et je pense qu'il peut y avoir dans l'open science une espèce de côté extrêmement intimidant. Et c'est pas une discussion que je sors de nulle part. J'échange avec des gens, notamment dans mon labo, et des jeunes gens qui en gros, ils ont peut-être qu'ils... Je sais pas s'ils hésitent, parce que je pense qu'ils font de l'open science à leur manière, mais ils ont vraiment cette espèce de peur au ventre de ouais, mais en même temps, il y a cette façon. Effectivement, quand on met en évidence des cas de fraude, c'est des trucs ultra spectaculaires, et donc du coup, il y a une espèce de bad buzz énorme autour d'une individualité. Donc il y a après, tu vois, genre, moi je pense que c'est...
Enfin, qu'est-ce que tu veux? Évidemment, c'est genre, ça peut être humainement très difficile, mais quand tu as genre une fraude caractérisée de grande ampleur, évidemment que la personne, son image est écornée et qu'elle passe, on va dire, une mauvaise journée. Mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs et chercheuses qui sont vraiment très très stressés par tous ces aspects-là, alors que je pense que fondamentalement, ça peut être résumé à quelques principes. C'est comme tout simplement, moi ce que je dis souvent, genre quand je réfute des articles et que je vois enfin quand je dois résumer en fait le principe du préenregistrement à des gens qui ne sont pas familiers avec ça, ou alors avec des gens qui sont vraiment jeunes, je dis en fait l'objectif il faut que tu te dises, c'est tu t'en fous de la précision de ta justification, etc. Enfin je veux dire tout ça c'est secondaire. Ce qu'il faut c'est que tu ne puisses pas faire ce que tu veux avec tes données. Tu vois, genre, et je pense qu'il y a vraiment une manière de simplifier un petit peu, de rendre moins effrayant toutes ces questions-là. Et il y a peut-être aussi, genre, ouais, la communauté Open Science, je suis le premier à le déplorer, mais elle a un petit peu une mauvaise image. En tout cas, il y a des stéréotypes assez négatifs sur, enfin, genre, on va pas donner de nom, mais on va dire qu'il y a des individualités un petit peu fortes dans le milieu, qui font que, voilà, il y a des gens qui ont un peu l'open science dans le nez, et la transparence dans le nez à cause de ces questions-là, tu vois. Donc je pense que c'est effectivement important de trouver une espèce d'optimum entre la nécessité de transparence et en même temps, tu vois, quand on s'engage, ça c'est comme n'importe quel combat, pour quelque valeur que ce soit, n'importe quel combat idéologique, une fois que tu es dedans, bah, c'est un peu difficile de savoir exactement à partir de quel moment est-ce que tu dois laisser les gens tranquilles, entre guillemets. Et donc je pense qu'il y a vraiment, c'est aussi une grosse question par rapport à ces enjeux de transparence et de comment est-ce qu'on lutte pour plus de transparence. Voilà. Ouais, et c'est fascinant comme question, je trouve, parce que c'est, en fait, il y a aussi une tension là-dedans, je trouve. J'y réfléchis assez régulièrement, parce que quand on voit une erreur dans un papier, moi c'est un truc, ça me colle du stress, ça me colle de l'anxiété, vous imaginez pas quoi. Quand je trouve une erreur dans un papier, est-ce que je la rapporte ou pas? Parce que derrière, il y a quelqu'un qui a un problème, tu vois. Et c'est-à-dire derrière, quand on parle au grand public, on dit ah mais vous savez, la science, c'est découvrir les erreurs, les montrer, etc. Mais pas du tout. Mais la science, ça n'a jamais fonctionné comme ça marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire quelqu'un fait une connerie dans un papier, et puis on dit attendez, il y a une grosse connerie dans ce papier. C'est la honte pour ce chercheur. Tout le monde ressent cette honte. Alors ça ne veut pas forcément dire que la communauté va pointer du doigt et puis amener cette personne à l'échafaud parce qu'elle a fait une erreur. C'est pas le cas. Mais montrer une erreur spécifique dans un papier, c'est pas du tout la norme. C'est l'exception. Hein. Ça n'arrive pas souvent. On essaie de le faire pour les cas un petit peu exceptionnels. Alors que ça ne devrait pas, par contre. On devrait. À chaque fois qu'il y a une erreur dans un papier, c'est grave, en fait. Mais c'est grave au niveau de la littérature, pas au niveau de la personne. Je pense qu'il y a un shift de mentalité qui doit aussi s'opérer dans la science, je pense, où en fait, si quelqu'un dit vous avez fait une connerie dans ce papier, bah, en fait, c'est pas grave. Il faut absolument le rapporter. C'est grave pour la littérature, c'est pas grave pour la personne. On fait tous des erreurs. En particulier, on est en psychologie, je pense que c'est l'une des racines pour laquelle aussi les gens sont terrifiés à l'idée de l'open science et puis de l'évaluation par des pairs a posteriori, c'est qu'on est extrêmement mal formé. On est vraiment très très mal formé à tous les outils. Je veux dire, en général, on est mal formé à l'informatique. La plupart des chercheurs à l'heure actuelle, ils ont quelques connaissances en programmation et encore, souvent ça va vraiment pas très très loin, certains n'ont eu aucune formation. Même ceux qui en ont, c'est assez parcellaire. Et ça peut être suffisant pour faire plein de trucs, mais quand on commence à aller sur des trucs compliqués, bah, des fois c'est difficile. Et pareil pour les statistiques, on fait des statistiques appliquées. Il y a plein de chercheurs en psychologie qui, malgré toute une littérature extensive, ils ont publié des dizaines d'articles, ils n'ont jamais fait de mathématiques de leur existence. Ils comprennent tout de façon appliquée. Il y a plein de chercheurs, ils ont tout fait sur SPSS du début à la fin, ils ont juste fait du drag and drop ou du clic sur des boutons, et en fait, ils comprennent juste vite fait. En fait, ils ont genre un syllabus ou un truc comme ça, où ça dit, si jamais vous avez des données quantitatives, et puis hop, vous cliquez sur tel bouton, puis vous regardez bien inférieur à 0.05, puis du coup, il y a plein d'horreurs qui sont dans la littérature à cause de ça. Et ça terrifie parce qu'on sait qu'on n'est pas bien formé. Et forcément, du coup, quand des gens arrivent et potentiellement peuvent se retrouver à pouvoir regarder ce qui s'est passé et dire, mais attendez, il y a une erreur ici, je pense que c'est ça qui terrifie, c'est parce que on est encore dans un système où, quand il y a une erreur,
il y a quand même une réputation en fait qui déjà subjectivement, c'est-à-dire, je pense qu'on exagère le hit, à quel point on se prend un choc de réputation quand on a fait une erreur. À mon avis, c'est pas beaucoup, mais je pense que c'est quand même vrai. Et à mon avis, il y a peut-être un conflit aussi parce que je pense que l'open science reconnaît aussi que faire des erreurs, en fait, tout le monde en fait et c'est pas très très grave. Et c'est ça aussi la transparence. Et peut-être même que il y a une question d'essuyer des plâtres, malheureusement par les petits jeunes ou même les moins jeunes qui se prennent aussi un peu des papiers qui disent il y a une erreur, etc., etc. Mais en fait, c'est peut-être quand même important de le faire parce que ça permet aussi de normaliser à terme le fait qu'il y a des erreurs. En fait, tout le monde en fait. Et, euh, et voilà. Mais voilà, je trouve que c'est très important en fait de garder tout ça en tête. Ce que tu dis est très très important. Il faut que les gens réalisent ça, tu vois. Il faut qu'ils se disent l'erreur en fait elle est pas grave. Faites des erreurs hein, et faut pas avoir peur de faire des erreurs, quoi. On va continuer si vous le voulez bien. Donc on parlait des badges Open Science. Est-ce que Paul, tu veux continuer sur la Ouais, suite? Donc on était dans les incentives, donc dans les voilà, incitations qui peuvent amener les chercheurs c'est ça. à modifier leurs pratiques de recherche. Donc c'est toute l'idée qu'on va modifier ces pratiques de recherche parce que derrière, on pourra en tirer des bénéfices. Donc on pourra en tirer des bénéfices parce qu'un article avec un badge aurait une attractivité supérieure à un article qui n'aurait pas de badge. Sauf que il y a la loi de Campbell, je crois que tu l'avais cité dans ton expertise, on était tombé dessus aussi, qui dit que euh, lorsque lorsque un indicateur, un critère devient en quelque sorte la norme, et ben ça va conduire à une espèce de corruption de ce critère. Il va être détourné parce que les agents vont chercher à atteindre ce critère-là comme heuristique pour tirer précisément les bénéfices issus de ce critère. Donc tout ça pour dire que les badges Open Science, on va chercher à uniquement avoir le badge sans forcément répondre à la pratique de transparence qu'il y a derrière. Ensuite, d'autres incitations plus anecdotiques et peut-être bien plus douces et sur le long terme, ça va être les prix scientifiques si on récompense des chercheurs pour leur pratique de sciences ouvertes. C'est un niveau très individuel. Si ça a un effet, ça sera sur le très long terme, je pense. Et, et on récompense ceux qui font déjà. Donc, on va chercher à inciter les autres par mimétisme. Donc, c'est des choses voilà, qui doivent infuser sur le temps long. Et ensuite, quelque chose qui est peut-être bien plus important, mais à un niveau institutionnel, c'est de proposer des financements spécifiquement dédiés aux études de réplication pour essayer un peu de protéger cette niche, de protéger ce champ, parce que, évidemment, va soumettre un ERC ou à une énorme institution de financement en proposant des réplications. Tu vas même pas passer la première étape des sélections, parce que typiquement, je prends l'exemple de l'ERC parce qu'au niveau européen, c'est le Saint Graal, le European Research Council, leur slogan, c'est qu'ils veulent du high risk, high reward, ils veulent du groundbreaking, ils veulent des trucs hyper novateurs, et c'est l'inverse même d'une réplication, quoi. Donc avoir un peu des espèces d'organes de financement spécifiquement dédiés aux réplications. Et ensuite, on peut penser à des solutions toujours normatives, toujours pour essayer de jouer avec cet aspect communautaire de la recherche, mais on va non plus se baser ici sur des bénéfices que les chercheurs pourraient essayer de chercher à atteindre, mais sur le soutien social. Donc ici, ça va être tous les aspects en lien à l'éducation, à la formation, ce dont Nathanaël, tu parlais notamment, ce qu'on appelle les communautés de sciences ouvertes. Donc, je pense que c'est là-dessus où il pourrait avoir le plus gros impact à titre personnel, si on forme les étudiants et les étudiantes, potentiellement les chercheurs qui sont déjà en carrière. Et puis, il y a d'autres critères plus subtils qui pourraient peut-être s'apparenter à des bonnes pratiques. Par exemple, quand on commence une nouvelle étude, et ben, quand on fait notre revue de la littérature, quand on rédige notre partie théorique ou discussion et qu'on cite des études, peut-être penser à citer aussi les réplications de ces résultats-là, pour à la fois montrer la robustesse de l'effet qu'on discute, mais pour aussi valoriser au niveau bibliométrique les études de réplication. Oui, et puis à l'inverse, éviter
de citer les études qui sont rétractées, ce qui est Ouais. aussi quelque chose qu'on fait beaucoup encore aujourd'hui, ou en tout cas les citer sans dire qu'elles ont été rétractées à ce niveau-là. Par rapport aux communautés open science, je vais peut-être en citer deux qui sont très actives et qui ont beaucoup de contenu, hein. Le premier, vous pourrez aussi en citer aussi si vous en avez d'autres. Le premier, c'est Reproducibility. T étant écrit T-E-A, donc Reproducibility, le T, qui est donc un réseau de chercheurs, et dans n'importe quelle université, on peut créer son Reproducibility, qui est en fait des chercheurs, souvent des doctorants ou des post-doctorants, qui se réunissent pour lire des articles liés à la reproductibilité. Donc moi, j'en ai créé un à Chypre, qui a duré le temps que j'étais là, parce que j'étais le moteur et que personne ne s'est vraiment saisi du truc par la suite. Mais c'est pas grave, on aurait essayé. Il y a des endroits où ça dure 1 an, des endroits où ça dure 6 mois, et puis des endroits où ça perdure dans le temps, et c'est pas grave, je pense, mais ça permet au moins à ceux qui veulent venir de discuter d'articles qui sont soit des articles proposés par Reproducibility, et vous pouvez aller sur le site et les regarder, soit aussi proposer les vôtres. Et il y a aussi des Reproducibility, ça c'est pour les auditeurs qui sont en ligne, et vous pouvez joindre ce Reproducibility en ligne. C'est tout à fait possible de vous inscrire à celui que vous voulez. Puis peut-être le deuxième, c'est Forte, c'est l'initiative Forte, qui est donc une initiative qui a plein d'objectifs différents, mais globalement, c'est d'avoir un langage commun pour parler des nouvelles pratiques de recherche et de transparence, quantifier tout ça, et puis proposer du matériel pour former les enseignants, chercheurs, et puis en fait là aussi le grand public à ce qu'est la science ouverte de manière très, très générale. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions à proposer que ça. Moi, c'est les deux premières qui me venaient en tête. Je voulais te demander si sur Forte qu'il y a tout ce... Parce que ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une ressource incroyablement précieuse. C'est sur Forte qu'il y a tout cet index de tous les effets de psycho. Oui. Et est-ce que c'est répliqué, est-ce que c'est pas répliqué? Donc du coup, si tu alors, t'intéresses à un truc... Tu as deux choses qui sont très intéressantes. Tu as effectivement Forte qui s'intéresse à est-ce que c'est... Donc ça s'appelle Replication and Reversals. On regarde ce qui a été répliqué et ce qui ne l'a pas été. Donc en fait, il y a plein d'effets en psychologie qui sont listés là. Mais dans Forte, il y a aussi un glossaire open science. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que dès qu'on se pose la question de définir, Paul en avait parlé un petit peu comment on définit tous ces termes-là, et ben dans Forte, on propose des définitions qui ont été créées par différents chercheurs, qui ont discuté, qui ont débattu sur quel serait le meilleur moyen d'appeler tel terme ou tel terme, que ce soit des termes reliés aux bonnes pratiques de recherche, des termes liés aux pratiques questionnables de recherche, etc. etc. Donc c'est une sorte de petit consensus, donc une sorte de dictionnaire consensuel de ces termes-là de recherche. Et il y a pas mal d'autres trucs à découvrir sur le site, mais ouais. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur cet article? Je crois que là, on arrive à la conclusion de l'article. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, je pense qu'il y a des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses qui nous écoutent. Je pense qu'on a aussi écrit cet article pour elles et pour eux. C'est un peu pour dédramatiser, pour essayer de nous légitimer aussi, qu'on essaie de faire les choses bien, d'être transparent, de faire la science ouverte, même si c'est clairement loin d'être toujours parfait, c'est pas grave, on essaye. Et puis, même si nos articles sont pas toujours parfaitement cohérents et ou parfaitement nouveaux, on y met du cœur, on fait de l'erreur, mais le principal c'est de leur porter, d'avancer, de faire les choses, essayer de faire bouger les critères que, si je peux me permettre, les boomers ont mis en place il y a bien longtemps et qu'ils protègent férocement. Mais voilà, on n'est pas parfait, on est des mortels faillibles et nos articles sont notre image. C'est un très beau message, j'aime beaucoup. Très belle conclusion, Paul. Kenzo, tu voulais dire je vais continuer sur la lancée de Paul et parler du fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu venus nous en parler en nous remerciant, parce que finalement parce que là j'ai vite fait parler de genre oui, l'open science fait peur aux jeunes chercheurs et tout ça, mais c'est aussi, je trouve, oublier l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le système vraiment traditionnel et qui se demandent pourquoi ma manip elle marche pas, pourquoi est-ce que j'arrive pas à publier, pourquoi je fais 36 manips et qu'il n'y a rien qui fonctionne et tout ça, c'est ce genre d'article, c'est aussi, et toutes ces initiatives d'open science, c'est aussi une façon de mettre en évidence que le problème, c'est pas forcément la personne
la personne qui fait des études qui marchent pas. C'est la manière dont éventuellement un superviseur problématique pourra genre pousser à genre absolument avoir certains types de résultats. Bah, si ce genre de situation arrive, c'est pas le doctorant le problème, c'est le superviseur. Donc ouais, c'est une manière aussi de montrer qu'on n'est pas tout seul et de montrer que voilà, la jeune génération de chercheurs et chercheuses réfléchit à ces questions. Et voilà. Au début, on avait pensé à c'était pas le trilemme, non. Au début, donc on avait une approche bien plus cynique et humoristique un petit peu, et on parlait de la Trinité, un peu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vois. Donc il y aurait un espèce de truc où devant l'autel de la Trinité, les chercheurs se prosterneraient. Au fur et à mesure, c'est devenu le trilemme pour mettre plus en exergue la tension entre les critères. Mais ouais, au début, c'était un peu ça l'idée, c'était la Trinité, pour vraiment avoir cet aspect de prosternation qu'il faudrait qu'on discute un petit peu. J'avais une question, Paul. Tu disais au tout début de ce podcast que tu avais, quand tu avais fait cette présentation de l'article, dans votre laboratoire, il y avait eu un détracteur, quelqu'un qui était très hostile vis-à-vis de l'idée. Est-ce que une fois que l'article a été publié, vous avez eu des retours de cette personne-là ou pas du tout? Non, on n'a pas eu de retour de cette personne. Je ne sais pas si elle a fait le rapprochement entre ce que je présentais et l'article qui est apparu, parce qu'il a quand même pas mal évolué. Bon, le thème trilemme était déjà présent. On n'a pas eu de retour. On a eu d'autres retours assez positifs, on était contents. Mais quoi, quand on l'a présenté au début, il y avait quand même parfois de l'animosité. Je pense que le message n'était pas toujours bien compris, parce que justement, on discutait du fait que la science ouverte ne peut pas tout et n'est pas tout. Et que Mais donc ça pouvait être perçu, peut-être parce qu'on avait un peu de maladresse, mais comme un propos anti-science ouverte, alors que c'était pas du tout notre propos au final. Tu vois, mais dire que la science ouverte n'est pas la réponse à tout, bah c'est ce qu'on défendait quand même comme idée. Et encore une fois, c'était un truc, c'était il y a 3 ans. Et depuis, la littérature s'est un peu mis dans ce sillon-là. Il y a pas mal de trucs qui sont parus. Mais il y a 3 ans, il n'y avait pas encore beaucoup de preuves empiriques pour étayer notre propos. Donc ouais, c'était un peu chaud. Donc ça, c'était sur ce point-là. Il y a aussi d'autres chercheurs peut-être plus âgés dans d'autres labos où j'ai pu présenter ce projet qui avaient des réticences parce que je pense que pour les chercheurs plus âgés, faut imaginer des gens qui ont commencé leur carrière fin des années 90 ou 90 en fonction de votre ère linguistique, début des années 2000, qui ont vu toute cette évolution là où au début, il fallait clairement faire du cherry picking, il fallait que tout marche. Et puis il y a le multi-étude qui a grandi, puis la crise de la réplication, puis la science ouverte. Et puis eux, je pense qu'ils ne comprennent plus grand-chose, quoi. Il y a aussi un truc. Et donc, il y a eu des discussions qui portaient aussi là-dessus, sur oui, moi je veux bien faire votre science ouverte, mais mon collègue, mon voisin, qui lui n'est pas transparent, bah, il continue à publier plus que moi, et qu'est-ce que je peux y faire? Et voilà, mais c'est les passions humaines, quoi, qui se reproduisent hyper fort dans la science, et c'est ce qui est passionnant, et c'est ce qu'on aime avec la métascience aussi, je pense. J'ai une question bonus, si jamais il y a le temps. Vous étudiez tous les deux le complotisme. Du coup, ça me donne envie de poser une question, moi, parce que dans le complotisme, a priori, il y a quand même vachement cette idée que les élites, y compris les élites intellectuelles, justement, sont dans des tours d'ivoire, manquent énormément de transparence et en fait font un petit peu ce qu'elles veulent dans leur coin, sans trop prendre en considération le bas peuple, et puis par contre récolte son argent et son adhésion, etc. L'observation que la science manque de transparence, et puis que même quand on met en place de l'open science, en fait, il y a toujours un manque de transparence et il y a un espèce de moyen où quand même les chercheurs essaient quand même un peu de... on n'a pas tellement envie de dire exactement, d'être complètement honnête sur ce qu'on fait, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ça a un lien même ténu avec la perception quand même des complotistes sur le fait que il y a quand même ces élites qui sont très opaques et qui font un petit peu ce qu'elles veulent, ou est-ce que vous pensez que c'est complètement orthogonal? Et Kenzo qui lève la main, c'est sûr que Kenzo... Attends, moi, je suis très scolaire, moi je lève la main.
Et après, ici, on peut que spéculer, évidemment, parce que déjà, je pense que c'est des questions qui sont relativement pointues. Et le truc, c'est que dans le complotisme, étant donné qu'il y a vraiment cette espèce de rejet un petit peu systématisé de la parole scientifique, évidemment, on peut pas dire, tu vois, c'est comme la corruption politique nourrit le complotisme. Après, ça n'empêche pas les complotistes de se laisser séduire par des politiciens qui sont tout autant, voire davantage corrompus. Donc sur la question de la science, j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Peut-être que la corruption scientifique nourrit tout ça, tout en étant que je pense que ça reste des discussions relativement pointues. Après, évidemment, je pense qu'on comprend les cas de la fraude scientifique vraiment caractérisés sur le traficotage de données. Par contre, quand on arrive vraiment sur la question des pratiques questionnables de recherche, comme on dit, donc vraiment les espèces de petits arrangements, on dit c'est bon, ça passe. Et moi, je voulais pas mal faire, je veux juste faire que, etc. Et donc moi, je savais pas. Après, bon, l'argument de moi, je savais pas. C'est un peu le préféré de tous les gens qui se font choper en train de faire quelque chose de pas bien. Mais ouais, moi j'aurais tendance à dire que si on fait l'analogie avec les travaux sur la corruption politique, ouais, peut-être que les problèmes de transparence scientifique nourrissent le complotisme, tout en attendant que ça ne les empêche pas d'être fans de Didier Raoult. C'est une espèce de méga salto du cerveau comme ça, où parce qu'on ne fait pas confiance à l'institution scientifique, parce qu'il y a effectivement, notamment parce qu'il y a effectivement des problèmes scientifiques, on va se rallier à des gens qui finalement représentent le pire du pire de la lie de la fraude scientifique, quoi. Donc voilà. Absolument, et on voit la même chose avec Gino, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a parmi les plus anti-science et puis la science, machin, etc., il y a eu beaucoup de gens qui étaient là, genre ah ouais, mais Gino, elle est en train de se faire avoir par l'omerta scientifique, machin, etc., Donc c'est pour ça le parallèle me semble intéressant. Il y a un truc peut-être derrière. Gino, il y a quand même ce fait où quand elle a poursuivi Data Colada, elle les a poursuivis pour discrimination sur le genre. Donc c'était vraiment lunaire comme truc. Moi, je voudrais juste, parce que justement, j'ai quand même cette question qui revient tout le temps, parce que moi, du coup, j'ai ce podcast avec Nathanaël, j'ai une newsletter, je suis quand même assez actif sur les réseaux sociaux, je parle des cas de fraude, je parle de cas de problèmes, etc. Et souvent, les chercheurs qui me suivent disent c'est quand même les sujets qui devraient rester au sein de discussions entre chercheurs. Qu'est-ce que tu penses que le grand public va dire par rapport à ça? Et en fait, moi, je leur dis à chaque fois, mais en fait, si vous n'êtes pas capable de comprendre que la science, c'est de l'essai-erreur et que parfois on se trompe et que c'est des êtres humains et qu'il y a des êtres humains qui sont mal intentionnés dedans et des êtres humains qui sont bien intentionnés dedans, c'est que vous mettez déjà la science sur un piédestal qu'elle ne mérite pas d'être. C'est-à-dire que c'est à la science de vous convaincre qu'elle a raison et pas à vous de croire par défaut qu'elle a raison, puis quand vous voyez qu'elle n'a pas raison, d'être étonné et de la remettre totalement en question. Et c'est vrai que je suis toujours quand même mal à l'aise de ces questions et du fait qu'on m'accuse en fait de faire de temps en temps le jeu du complotisme parce que je parle de cas qui sont problématiques de recherche, à la fois au niveau individuel quand je parle de fraude et à la fois d'un point de vue systémique quand je vous invite vous pour parler de ce trilemme-là, quoi. Donc est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ou... Franchement, je trouve que c'est une réflexion absolument passionnante et extrêmement riche. Et je trouve que la mission que tu t'es donnée et d'autres est vraiment hyper utile et nécessaire et très très saine. Et en y réfléchissant un peu à l'emporte-pièce, je me rends compte qu'en fait, en science, et la science, c'est presque une des seules professions dans laquelle l'erreur va être quelque chose de sain et productif, tu vois, où ça fait partie du processus. T'imagines un architecte qui se trompe, ça va être cataclysmique. Tu vois, t'imagines un politicien qui se trompe, bah déjà il va mentir, il va pas le reconnaître. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on est une des seules professions où l'erreur est partie intégrante de notre pratique au quotidien. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la population, c'est quelque chose, peut-être par un manque d'éducation, qui n'est pas très clair, quoi. Quand je me rappelle en situation de Covid, quand on entend dans la population les gens qui râlaient sur le fait que les mesures changent, que ça évolue, que les scientifiques ne sont pas d'accord, alors que nous on sait très bien que c'est normal et que le consensus met du temps à se former, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils s'attendent à ce que ça soit comme pour toutes les autres professions, qu'on ait un cahier des charges, qu'on ait raison à un moment et que ça reste figé, quoi. Et donc ce truc de l'erreur scientifique, c'est sain, normal, naturel et doit évoluer, sans parler des erreurs dont on parlait, hein, que ce soit des erreurs d'inattention ou des erreurs plus volontaires parce que l'humain est faillible, ben ça c'est quelque chose, ouais,
qui n'a pas été encore très, très assimilé, peut-être en dehors de la communauté, voire même dans la communauté d'ailleurs. Et avec, au-delà de ça, le vrai problème de communication d'incertitude, qui est effectivement de dire, on n'invite pas de chercheurs dans les médias parce que le chercheur, on sait très bien ce qu'il va répondre, c'est plus compliqué que ça, on n'est pas très sûr, les données se contredisent les unes aux autres et en fait, du coup, le chercheur n'explique pas clairement ce qu'il a expliqué clairement alors que il n'y a pas expliqué clairement, quoi. Kenzo, tu voulais aussi réagir? Ouais, mais c'est pour abonder. Enfin, pour abonder aussi dans le sens de ta démarche, je pense que c'est très important de communiquer, notamment sur les erreurs de scientifiques, parce que je crois que c'est ce que disait Paul en fait, et ce que tu disais, l'image de la science comme une espèce de un gros monolithe omniscient comme ça, auquel et tu colles ton oreille dessus pour savoir la réponse de l'univers. C'est une image que les scientifiques ils aiment bien véhiculer parce que ça donne du magistère, ça donne de la prestance, ça donne de l'autorité, ça donne de la thune aussi pour les financements parce qu'il faut pas se leurrer, genre prétendre qu'on est sûr de ce qu'on va faire, c'est un truc qui fait qu'on va avoir de l'argent. Mais en même temps, le truc c'est que justement sur la question de faire le jeu du complotisme, c'est une image qui s'écorne hyper facilement, mais parce qu'elle est fausse tout simplement. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne normalise pas l'erreur et qu'on dit non mais faites confiance aux scientifiques, etc. Ça veut dire que si tu fais une erreur, on va dire ah mais regardez, vous avez vu, c'est exactement ce que vous disiez, genre. Vous avez vu, ils font une erreur, les scientifiques ne savent pas mieux qu'eux, etc., etc. Tout en étant qu'effectivement, il y a toute la question de ok, on fait des erreurs, mais peut-être un petit peu moins parce que l'organisation sociale de la science fait que, je sais pas moi, le consensus scientifique, même s'il est faillible, même s'il y a toutes ces voix discordantes et parfois des gens qui se prêtent, enfin bref, c'est bonnes et c'est mauvais, c'est ces personnes qui font valoir leurs intérêts avant la connaissance, etc. Même s'il y a tous ces jeux compliqués, c'est que ça a quand même davantage de valeur que l'opinion de la première personne venue, enfin de Robert Kennedy ou de Didier Raoult qui vous explique qu'en fait les scientifiques c'est rien que des menteurs parce que vous avez vu, il y a eu une étude sur laquelle ils se sont trompés. Donc je pense qu'effectivement faire la pédagogie sur ce que c'est que la science et aussi sur le statut de l'erreur en science, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Merci beaucoup Kenzo. Merci beaucoup Paul aussi d'avoir été là. Est-ce que vous pouvez nous dire où on vous retrouve? Est-ce que vous êtes sur un réseau social particulier? Kenzo, je sais que tu as aussi ton podcast avec tes collègues 1000 grammes de savoir. Je ne suis plus dans l'équipe. On n'a jamais officialisé ma sortie parce qu'on reste proches et on papote et ce sont des amis. Mais je ne suis plus officiellement. En fait, depuis que je suis papa, j'ai dû un petit peu aménager mes priorités. Donc, mais donc il y a un podcast que je vous encourage à écouter parce que même si je ne suis plus dedans, ça vaut la peine d'être écouté. Peut-être même d'autant plus que je ne suis plus dedans, ça vaut la peine d'être écouté. Et donc ouais, non, Blue Sky, Twitter. Qui est un podcast, en fait, quasiment le seul podcast francophone où on parle de psychosocial et on vulgarise en fait des connaissances en psychosocial. Ouais, pas que de psychologie sociale. Évidemment, j'ai vu qu'il y a... En tout cas, initialement, il y avait beaucoup de psychologues sociaux dans l'équipe. Maintenant, ça c'est un petit peu... Maintenant, ça a été pris... Maintenant, il y a quasi que des cognitivistes, mais bon. Mais au début, c'était beaucoup de psychosocial, mais il y a beaucoup de psychologie cognitive, etc. Donc, avec toutes sortes d'intervenants qui répondent à toutes sortes de questions. Donc, ouais, j'encourage vraiment l'écoute de 1000 grammes de savoir. Et moi aussi. Et alors, on te retrouve où, Kenzo? J'ai dit Blue Sky, Twitter. Moi, je suis pas très actif là-dessus. Si vous voulez me parler, envoyez-moi un email. Mon adresse institutionnelle qui est très facile à trouver. Alors venez frapper à mon bureau. Parfait. Et Paul? Moi, vous pouvez me retrouver partout, TikTok, Insta, non, je rigole. Vous pouvez me retrouver à Blue Sky, pareil. Blue Sky et mail. Des trucs chiants, pas exotiques. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche, hein, mais il faut pas hésiter à envoyer des mails quand on a des questions à des chercheurs. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, donc c'est toujours ce que je dis aux étudiants. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils sont toujours ravis de répondre à ces questions-là. Et merci Nathanaël d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Paul, merci Kenzo, et on se retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode de Répartation. Salut tout le monde. Salut, merci.